Uran, notre héros, s'oppose à son père. Le marquis, Wellington, croit que seuls les Aurablades peuvent percer les écailles d'un borak. Alors Uran fait un simple pari. Si une dague abat la bête, Wellington doit l'entraîner. Sinon, Uran suivra la volonté de son père. Après avoir poussé ses arts divins à la 3e étoile, le lendemain, il affronte le borak invoqué, une créature qu'il a un jour écrite pour lui donner vie. La créature a commencé à l'attaquer sans relâche, mais il les a esquivés facilement. Après s'être éloigné de la créature, un point clair apparaît dans son champ de vision, marquant un point faible près d'une articulation sans écaille. Il le teste avec un jet précis. Le borak s'effondre avec une seule dague. La stupeur se transforme en acclamation. Le magicien confirme le résultat. Mais avant qu'il ne devienne ainsi, revenons au commencement. 6 mois plus tôt, notre protagoniste avait ouvert les yeux pour se retrouver dans une pièce étrange. Il est sur un lit king size dans une pièce luxueuse. Il a soudain entendu quelqu'un l'appeler jeune maître. Il lève les yeux et voit une belle femme chevalier devant lui. Il est encore en train de complimenter sa beauté quand il réalise que les vêtements qu'elle porte ont l'air étranges. La chevalier lui demande s'il va bien, et avant qu'il puisse répondre, elle mentionne qu'elle va appeler le prêtre. Alors qu'elle se retourne pour partir, Uran la rappelle, lui disant qu'il aimerait lui demander quelque chose. Cependant, la chevalier l'ignore simplement et sort de la pièce. Après son départ, Uran sort du lit et se dirige vers le miroir. C'est là qu'il est frappé par la plus grande surprise. Il crie d'agonie quand il réalise qu'il est un type potelé et laid avec un beau visage. Uran commence à remettre en question tout ce qu'il sait, se demandant où son corps de quadragénaire séduisant a disparu. Il ne peut pas croire qu'il s'est transformé en un gamin potelé et laid. Il commence à paniquer, se demandant s'il est dans un rêve ou quelque chose comme ça. Il pense retourner dormir pour pouvoir retrouver son corps d'origine quand le prêtre entre dans la pièce. Le prêtre est accompagné du chef de la maison et de la femme chevalier. Le chef de la maison a l'air absolument terrifiant alors qu'il regarde Uran de haut. Le prêtre prend la main d'Uran pour vérifier son pouls. Pendant que le prêtre fait cela, le chef de la maison traite Uran de honte totale, se demandant pourquoi il a finalement décidé de se réveiller. Uran est paralysé par la peur et se demande qui est cet homme effrayant. Le prêtre exhorte le chef de la maison à se calmer puisqu'Uran vient de se réveiller et qu'il pourra le punir plus tard. Le prêtre examine le corps d'Uran et révèle sa surprise qu'il ne soit pas gravement blessé. En fait, son esprit est stable et toutes ses blessures sont guéries. Le prêtre dit que c'est un soulagement, mais le chef de la maison discute avec lui, disant qu'Uran ferait mieux d'être mort. Les choses s'enveniment alors que l'homme crie sur Uran, lui disant qu'il a battu sa fiancée. Uran est vraiment confus par tout ce qui se passe. Et le vieil homme continue de râler, disant qu'Uran a 19 ans et qu'il n'a toujours pas grandi. Le chef de la maison crie à nouveau, disant à Uran qu'il est inutile, puisque son frère a pu éveiller son aura. Uran, quant à lui, grossit de jour en jour. À la mention du mot aura, quelque chose fait-il dans la tête d'Uran. L'homme dit alors à Uran de s'excuser auprès d'elle quand il sera rétabli. Uran est confus par ce que l'homme veut dire par elle. Cela lui vaut une autre série de reproches alors que l'homme lui rappelle qu'il parle de sa fiancée. L'homme fait savoir à Uran qu'il est fini si sa fiancée ne lui pardonne pas. Uran est obligé de demander à nouveau pour être sûr d'avoir bien entendu. L'homme répète le nom d'Ilia et lui dit d'arrêter de déshonorer davantage la famille Rock. L'homme termine ensuite son discours en l'appelant par son nom, Uran. À ce stade, Uran confirme sa crainte, réalisant qu'il est Uran Rock. Puisqu'il est Uran Rock, il conclut que l'homme est Mark Wellington Rock. L'homme entend cela et se met en colère. Il se retourne immédiatement pour gifler Uran, lui demandant pourquoi il a autant d'audace d'appeler son propre père par son nom. Uran tombe au sol, et avant que Wellington ne puisse le battre davantage, le prêtre et la garde féminine le retiennent. Uran reste au sol alors qu'il commence à repenser toutes les décisions de sa vie. Il ne peut pas croire ce qui lui arrive. Il s'évanouit et s'attend à se réveiller dans la réalité. Quand il se réveille, il est choqué de voir qu'il est toujours dans la même pièce et que la femme chevalier est là avec lui. Il se demande pourquoi il ne se réveille pas de ce rêve, et la garde féminine s'approche de lui posant une question stupide pour savoir s'il est réveillé. Uran décide de confirmer pleinement s'il a raison dans sa déduction. Il appelle la garde féminine Aron, et comme il le craignait, la dame répond à ce nom. Il confirme ensuite auprès d'Aron que la raison pour laquelle il était alité et qu'il s'en est pris à Ilia et s'est fait battre au point de s'évanouir. Aron révèle qu'Uran a attaqué sa fiancée dans la pièce, mais elle a renversé la situation et a tabassé Uran avant qu'il ne s'évanouisse finalement. Uran se prend la tête horrifié, comme s'il venait de se souvenir de quelque chose de fou. Aron est confus de ce qui ne va pas chez lui, mais Uran sait qu'il est foutu. Uran se calme finalement, et il arrive à l'amère réalisation qu'il a en quelque sorte atterri à l'intérieur du roman web qu'il a écrit. Cependant, le pire, c'est qu'il n'est pas entré dans le roman en tant que protagoniste. Il a fini par entrer dans l'histoire en tant que vilain ordurier qui cherche querelle au héros et finit par mourir horriblement. Uran recommence à paniquer, laissant Aron lui demander ce qui ne va pas chez lui. Uran crie, disant qu'il s'est retrouvé dans une histoire de merde qui n'est même pas un webtoon. L'Uran Rock qu'il a possédé est un bon à rien qui n'a aucun talent, aucune compétence, et ne s'entraîne jamais.
C'est juste un vilain stupide qui profite du nom de sa famille en tant qu'héritier, mais il perd ensuite sa fiancée au profit du protagoniste. Furieux, il a attaqué le protagoniste, mais cela s'est avéré être une erreur de sa part. Parce que le protagoniste l'a démoli avant de le tuer dans une ruelle sordide. Maintenant qu'il s'est retrouvé dans le corps d'une ordure, notre gars se demande comment il est censé survivre. Puisqu'il s'agit d'un monde fantastique, il est encore confus quant aux capacités qu'Uran possède. Cependant, il connaît les opportunités et les objets que le protagoniste n'a pas encore trouvés. Uran arrive à la conclusion que ses seules chances sont de se préparer rapidement. Il essaie de sortir du lit, mais son corps est trop lourd à cause de la graisse, et il s'écrase au sol. Aaron court rapidement pour vérifier s'il va bien. Elle lui demande s'il va bien, mais avec de la frustration écrite sur tout son visage. Il dit à Aaron qu'il est loin d'aller bien. C'est alors qu'Uran réalise qu'il peut enfin voir l'écran de statut. Avec cela, il peut voir les stats d'Aaron. Le trait d'Aaron est l'épée rapide niveau 2, un esprit clair, niveau d'aura, niveau d'adaptation. Et pour son niveau d'affection envers Uran. Il est à 0. Uran est content d'avoir pu invoquer la fenêtre de statut, et il dit à Aaron qu'elle est libre de partir car il se sent beaucoup mieux. Aaron suit ses instructions et commence à partir. Alors qu'elle s'éloigne, Uran se concentre sur ses stats. Il n'est pas surpris puisqu'Aaron est conçu pour être plus forte que la plupart des chevaliers normaux. Mais il est surpris que son niveau d'affection soit à 0. Uran est particulièrement inquiet qu'il y ait une option d'affection sur la fenêtre de statut. Uran se demande si cette option est là parce qu'il a surtout joué à des Sims de drague dans le passé. Il ne peut pas croire que la construction du monde dans lequel il se trouve soit totalement merdique. Il repense ensuite à l'option d'affection, se demandant si c'est la raison pour laquelle Aaron agit de façon étrange. Cependant, il laisse cela de côté et décide de vérifier à nouveau le miroir. Il est tellement en colère contre le corps pourri qu'il a. C'est alors que la fenêtre de statut s'ouvre pour qu'il puisse voir ses stats. Il est excité de vérifier ses stats, mais l'excitation retombe rapidement quand il voit les stats pourris qu'il a. Pour son état spécial, le système lui fait savoir qu'il souffre d'obésité morbide. Ce qui est assez évident, d'ailleurs. Pour son trait, il a l'œil du créateur, mais c'est encore au niveau 1. Il est également béni avec les 4 arts venimeux célestes, mais cette section est toujours verrouillée. Cependant, son taux de synchronisation est de 99,9%. Uran réalise qu'une seule de ses capacités se démarque, et ce sont les 4 arts venimeux célestes. Soudain, il lui vient à l'esprit que les arts venimeux ont été adoptés du webtoon Oisio qu'il aimait. C'est un webtoon qui a une héroïne attirante. Aussi, l'art martial des poisons et des armes cachées et les 4 arts venimeux célestes. À ce stade, Uran réalise que ce monde est un mélange de tout ce qu'il connaissait auparavant. C'est alors qu'il lui vient à l'esprit qu'il pourrait avoir une chance s'il apprend réellement les 4 arts venimeux célestes. Uran sourit, croyant avoir trouvé un ticket pour sa survie. Apparemment, il y a une secte prestigieuse de la province du Sichuan, et ils apparaissent dans les romans chinois Wuxia. C'est un clan spécialisé dans les poisons et les assassinats silencieux avec des armes cachées enduites de poison. Uran se demande pourquoi le clan Tang du Sichuan est dans ce monde. Puisque le monde est censé être un monde médiéval fantastique. Plus tard, Wellington apprend d'Aaron qu'Uran s'est levé. Il lui demande comment il se sent, et elle révèle qu'il n'a pas l'air d'aller bien encore, puisqu'il a trébuché en essayant de se lever. Aaron dit que le corps d'Uran est encore en mauvais état. Wellington ajoute que le prêtre a dit que ses blessures sont guéries, ce qu'il trouve assez étrange. Wellington demande à Aaron si elle trouve quelque chose d'étrange dans le comportement d'Uran puisqu'il est généralement têtu, mais il a facilement accepté de s'excuser auprès d'Ilia quand il l'a suggéré plus tôt. Wellington ne veut pas croire qu'Uran a eu un changement de personnalité soudain. Wellington est confiant que le lendemain, Uran sera de retour à son état normal, toujours à causer des problèmes. Cependant, Aaron pense autrement. Elle a foi dans le fait qu'Uran finira par se repentir un jour. Wellington est choqué d'entendre cela de la part d'Aaron. Il est surpris qu'Aaron ait encore de la foi en Uran alors que lui, qui est son père, a déjà abandonné espoir en lui. Wellington dit à Aaron qu'elle met essentiellement son espoir sur quelque chose qui pourrait ne jamais se réaliser. Wellington commence à regretter son action de ne pas avoir permis à Aaron de simplement vivre sa vie de chevalier au lieu de l'assigner à Uran. Même avec tout ce que Wellington dit. Aaron croit encore dans son cœur qu'Uran est différent. Elle ne peut pas expliquer le sentiment, mais elle le sent. Le lendemain, Aaron est choqué quand elle entend Uran demander la salle d'entraînement parce qu'elle aimerait exercer son corps. Aaron ne peut pas croire ses oreilles alors qu'Uran exige qu'elle le mène à la salle d'exercice. Uran remarque la réaction d'Aaron, et lui demande s'il y a un problème avec cela. Uran a déjà compris que l'œil du créateur lui permet de voir les stats. Mais pour le clan Tang du Sichuan, il ne sait toujours pas comment le déverrouiller. Uran suppose que son obésité pourrait faire obstacle à cela. À cause de cela, il veut exercer son corps jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de contourner le problème. Alors qu'il marche avec Aaron à travers le manoir, Uran est impressionné par la taille du jardin et le compare à plusieurs stades combinés. Après quelques minutes de marche, Uran ressent déjà la chaleur. Il pense à s'entraîner dans sa chambre, mais il sait qu'il abandonnera toujours et ira dormir, puisqu'il y a un lit qui lui fera face. Uran est assez sage pour savoir qu'il ne peut pas s'entraîner dans sa chambre. Il passe devant un groupe d'ouvriers et de servantes. Grâce à l'œil du créateur,
Il peut voir ce qu'il pense de lui. Chaque serviteur qu'il a croisé soit le déteste, soit le hait extrêmement. Uran ne leur en veut pas pour cela, puisqu'Uran était un bon arien qui maltraitait tout le monde dans le manoir. Peu de temps après, ils arrivent à la 3e salle d'entraînement. Uran est déjà à bout de souffle quand ils y arrivent. Aron lui fait savoir que les chevaliers utilisent les 2e et 1re salles d'entraînement. C'est pourquoi la 3e salle d'entraînement est libre. En entrant dans la salle d'entraînement, il réalise que quelqu'un suit une session d'entraînement. Là, il vérifie l'affinité du type et réalise que c'est la pire qu'il ait rencontrée jusqu'à présent. Le type ne se contente pas de le détester, mais il le hait et veut le tuer. Le type est recaoliant, et dès qu'il voit Uran, il commence à marcher vers lui pour le saluer. Il agit de façon cool puisqu'Aron est là, mais au fond, Uran sait que le type ne peut pas attendre de lui trancher la tête. Ruka demande à Uran pourquoi il est venu au terrain d'entraînement, mais Uran panique en appelant le nom du gars. Ruka sourit, disant à Uran qu'il ne savait pas qu'il se souvenait encore de lui. Uran ne se souvient pas vraiment de Ruka, et il appelle Aron à côté pour lui demander si quelque chose s'est passé entre lui et Ruka. Aron est surprise qu'Uran ne se souvienne pas de ce qu'il a fait. Apparemment, il y a quelques années, le père d'Uran l'a forcé à s'entraîner. Uran était furieux à cause de cela, et il a appelé Ruka. Ruka était encore un stagiaire à l'époque. Uran fait ses conneries de vilain habituelles, et met une cicatrice sur le visage de Ruka en riant comme un maniaque. Après qu'Uran ait fait cela, son père a pratiquement abandonné son entraînement. Après avoir entendu cela, Uran réalise que son ancien moi est un type vraiment méprisable. Uran n'est pas prêt à rester là à voir ce que Ruka va lui faire. Il suggère qu'il s'enfuit. Il demande à Aron s'il y a une autre salle d'entraînement qu'il peut utiliser seul. Aron révèle qu'il y a une 4e salle, mais elle est très loin, et l'équipement est pauvre. Aron dit que c'est surtout un terrain vide, mais Uran déclare que c'est exactement ce qu'il veut. Puisqu'il veut perdre du poids, il veut le faire correctement. Réalisant qu'elle ne peut pas le faire changer d'avis, elle n'a d'autre choix que de l'emmener à la 4e salle d'entraînement. Ils arrivent au terrain d'entraînement, et Uran est surpris quand il trouve des couteaux de lancer sur la table. Uran se souvient que le clan Tang du Sichuan est spécialisé dans les couteaux de lancer et les petites armes. Il prend un des couteaux, espérant qu'il peut faire quelque chose de bien avec. Uran le prend habilement et utilise toute sa force pour lancer le couteau. Cependant, le couteau n'atteint pas la cible avant de tomber. Uran est embarrassé par cela, et il se retourne pour regarder Aron, lui disant qu'il vient de lancer le couteau pour s'amuser et ne voulait rien de sérieux avec. Uran réalise que la première chose sur laquelle il doit travailler est son endurance. Il décide que courir autour du terrain d'entraînement devrait aider. Aron reste là, le regardant alors qu'il essaie de rattraper le moment embarrassant qu'il s'est infligé. Uran commence à courir autour du terrain, disant à Aron qu'elle est libre de s'entraîner comme elle veut. Cependant, Uran manque de s'évanouir après quelques tours sur le terrain d'entraînement. Plus tard, son père apprend qu'il a commencé à s'entraîner et cela le choque. Cependant, il ne pense pas que cela va durer longtemps. Étonnamment, Uran s'entraîne toujours après 3 semaines. Wellington ne peut pas croire que son fils n'a pas manqué un seul jour d'entraînement depuis qu'il a commencé. En seulement 3 semaines d'entraînement constant, Uran a perdu beaucoup de poids, et son apparence a tellement changé. Wellington est maintenant fier, et il commence enfin à s'adresser à Uran comme à son fils. Wellington réalise que sans la graisse corporelle, Uran est plutôt beau. Wellington se demande si son fils a vraiment changé de voix. Même Uran se tient devant le miroir dans sa chambre pour s'admirer. Il réalise qu'il a perdu beaucoup de poids, mais même avec cela, le trait du clan Tang du Sichuan refuse toujours de se déverrouiller. Il décide qu'il va lui donner un mois, et s'il ne se déverrouille pas d'ici là, il procédera à voler tout ce qui est destiné au protagoniste. Momentanément, Aron entre dans la pièce avec la nourriture d'Uran. Le repas est essentiellement appelé la soupe siran, mais contrairement à son nom, elle est plutôt utile. C'est un plat nutritif pour l'endurance, excellent pour brûler les graisses et construire du muscle. Dans la famille Rock, il est naturel pour eux de la manger après chaque session d'entraînement. Uran ne peut pas croire qu'il doit encore manger la soupe charien. Aron lui demande s'il en a déjà marre de la soupe, et il dit oui. Il mentionne qu'il a mangé la soupe pendant 3 semaines d'affilée sans rien manger d'autre. Aron le regarde droit dans le visage, et avec un regard sévère et effrayant, elle lui demande ce qu'il veut vraiment. Elle veut savoir si c'est son désir de devenir un chevalier ou juste de perdre du poids. Uran déclare qu'il aimerait devenir un chevalier, et Aron lui dit qu'il n'a pas d'autre choix que de manger la soupe charien parce que même le chef de la maison en mange encore après avoir fini son entraînement. Aron dit à Uran d'arrêter de se plaindre et de juste manger la soupe. Uran n'a d'autre choix que d'accepter après la leçon d'Aron. Aron pourrait ne pas être à l'aise avec la soupe, mais il sait qu'elle l'a aidé au cours des 3 dernières semaines. Uran décide de continuer à manger la soupe jusqu'à ce qu'il en ait finalement marre. Il prend une cuillerée de l'assiette, et au moment où il la goûte, il remarque quelque chose d'étrange. Il découvre que la soupe a un goût très différent des autres jours. Cependant, il continue à manger jusqu'à ce que la fenêtre de statue s'ouvre soudainement, disant à Uran qu'il a ingéré du poison. Uran est choqué de voir cela, mais cela s'avère être une bénédiction car cela satisfait la condition pour déverrouiller le clan Tang du Sichuan. Uran lève les yeux et sourit puisqu'il sait que c'est le début de son grand voyage. Wellington se tient à sa fenêtre comme d'habitude pour admirer son grand-fils. C'est alors que quelqu'un frappe à la porte et l'homme leur ordonne d'entrer.
Il s'avère que c'est sa deuxième femme, Kana, et elle a apporté du thé pour eux. Elle a remarqué que son mari regardait quelque chose et lui a demandé ce qu'il regardait, et il a menti en disant qu'il regardait le beau jardin. Kana utilise alors l'occasion pour se féliciter, disant qu'elle a spécialement pris soin du jardin. Le marquis joue le jeu, disant à Kana que ses compétences sont impressionnantes. Juste alors, Kana a recours à ses instincts féminins alors qu'elle s'approche du marquis pour l'embrasser par derrière. Elle l'embrasse, lui demandant quand il prévoit de choisir son fils, Colin, comme son héritier. Comme il l'a déjà mentionné, Kana suggère que le marquis fasse cela assez rapidement puisqu'il a déjà décidé. Le marquis la choque alors, lui disant que cela pourrait prendre plus de temps qu'il ne le pensait. Kana devient plus sérieuse, rappelant au marquis qu'il a promis de nommer Colin son héritier dans le mois. Wellington admet qu'il a dit cela, mais dit à Kana qu'elle doit avoir entendu le fait qu'Uran a soudainement repris ses esprits. Puisqu'Uran est le fils aîné, Wellington croit qu'Uran peut s'avérer être un bon successeur. Kana affiche un faux sourire, disant à son mari qu'elle a aussi entendu parler du changement soudain d'Uran. Elle dit qu'elle est heureuse, que le garçon ait finalement repris ses esprits. Wellington commence à rire, disant à Kana qu'il ne croit pas qu'il ait été ramené à la raison par une raclée de sa femme. Kana revient alors au sujet du successeur, lui demandant ce qu'il prévoit de faire à ce sujet. Wellington dit qu'Uran ne s'entraîne que depuis 3 semaines, et qu'il aimerait l'observer un peu plus longtemps avant de prendre sa décision. Cependant, il promet à Kana qu'il remettra immédiatement la position d'héritier à Colin si Uran revient à ses anciennes habitudes. Après avoir entendu cela, Kana se retourne pour partir, disant à son mari qu'elle l'attendra dans la chambre. Elle sort de la pièce et manque de mordre la poussière tellement elle est en colère, et elle jure de montrer à Uran de quoi elle est capable. Maintenant, dans le présent, il apparaît enfin à Uran que la condition pour déverrouiller l'accès au tank du Sichuan est d'ingérer du poison, et il vient de le faire. Il regarde ensuite la fenêtre de statue, pour savoir ce qui a été placé dans la soupe qui lui a été donnée. Apparemment, la soupe a une herbe spéciale, et cela cause la paralysie. C'est une herbe médicinale, mais elle contient un peu de toxines. L'herbe est inoffensive pour les adultes en petite quantité, mais une consommation constante de celle-ci mène à la paralysie et tue ensuite la cible. Uran regarde l'écran de statue quand Aron entre dans la pièce, lui demandant s'il n'est plus intéressé par la nourriture. Uran s'excuse et commence à consommer précipitamment. Cependant, il reste avec la question de savoir qui a pu mettre le poison dans la nourriture. Il est assuré qu'il ne peut pas être tué avec du poison, mais il sait que quelque chose a changé dans l'intrigue. C'est alors qu'il lui vient à l'esprit que Colin n'a pas été nommé héritier, ce qui était quelque chose qui s'est produit à peu près à ce moment dans l'histoire. Il se demande si la nomination d'un héritier a été retardée parce qu'il a commencé à s'entraîner, et la personne qui a mis le poison dans la nourriture ne l'aime pas, et très probablement du camp de Colin. Après avoir fini de manger, le système l'informe que le poison de paralysie faible a été déverrouillé pour lui. Uran se tourne vers Aron, lui disant qu'il a fini le repas, et qu'il est si bon qu'il en a pleuré. Il lui dit qu'il veut un peu de temps seul et sans discuter. Aron s'excuse de la pièce, exhortant Uran à se reposer. Après le départ d'Aron, Uran se tient devant le miroir et exige que le clan Tang du Sichuan apparaisse devant lui. C'est alors que les stats d'Uran apparaissent devant lui. Il a gagné quelques compétences, qui incluent l'empoisonnement léger, mais son statut de surpoids reste. De plus, son taux de synchronisation a chuté à 97%. Uran se concentre ensuite sur d'autres traits, et il réalise qu'il y a un tas de traits qui sont toujours verrouillés. Il ne peut toujours pas accéder aux techniques les plus puissantes, parce qu'elles nécessitent que d'autres conditions soient remplies. Uran est époustouflé par le nombre de poisons qui sont disponibles pour lui, et le dernier niveau sur le panneau est le niveau 30. Pour atteindre le niveau 30, il doit déverrouiller les niveaux au-dessus. Cependant, il a besoin d'une technique interne pour déverrouiller la basique. Uran réalise que le clan Tang utilise en fait l'énergie interne pour manier le poison. Il vérifie ensuite la section des arts martiaux où il réalise qu'il peut choisir l'une des 4 techniques disponibles. Il y a les arts du poison sombre, les arts de l'aiguille de tonnerre, les 10 000 venins, et l'énergie divine. Uran sait immédiatement le bon choix pour lui puisqu'il est un grand fan de l'histoire du clan Tang. Les arts du poison sombre se concentrent sur le poison, tandis que les arts de l'aiguille de tonnerre se concentrent sur les armes cachées. Pour l'énergie divine des 10 000 venins, cela prend plus de temps à maîtriser, mais cela permet à l'utilisateur d'atteindre la maîtrise à la fois du poison et des armes cachées. Sans hésiter, il choisit l'énergie divine des 10 000 venins. Au moment où il fait son choix, il sent une étrange énergie circuler dans son corps, et il réalise qu'il doit immédiatement faire circuler l'énergie. Il enlève sa chemise et commence à méditer, et avec cela, il sent un flux étrange dans tout son corps. Il arrive à la réalisation que l'énergie qu'il ressent est le chi. Il commence à le guider à travers les méridiens appropriés, afin de le stocker dans le dantian pour construire une force interne. Uran reste dans cette position toute la nuit sans s'en rendre compte. Même s'il n'a pas dormi, il ne se sent pas fatigué. Son corps a aussi changé sans qu'il ne s'en rende compte. Uran a pu concentrer le chi de sorte qu'il le sent maintenant partout. Il peut même dire le nombre d'oiseaux à l'extérieur de sa fenêtre sans même se retourner pour les voir. Uran vérifie son énergie divine des 10 000 venins, et découvre qu'il est actuellement au niveau 1 étoile, ce qui lui accorde 10% de la puissance totale. Soudain,
une aura familière approche de sa porte. Et quand la personne ouvre, il s'avère que c'est Aaron. Aaron entre dans la pièce pour trouver Uran, sur son lit, en train de méditer. Elle est surprise quand elle réalise qu'Uran n'a pas dormi de la nuit, disant que c'est assez dangereux. Elle suggère qu'Uran se repose pour la journée. Mais Uran refuse, disant à Aaron qu'il va s'entraîner. Uran assure à Aaron qu'il se sent bien et qu'il est en pleine forme, donc il doit s'entraîner. Aaron sort ensuite pour préparer le petit déjeuner, mais elle remarque qu'Uran devient. Quand il arrive au terrain d'entraînement, Uran prend un des couteaux de lancer. Il se tient devant la cible, et à sa surprise, un réticule apparaît juste devant ses yeux. Exactement comme dans un jeu de tir à la première personne. Avec cela, il peut viser précisément la cible. Et il lance le couteau de toutes ses forces pendant qu'Aaron le regarde. Le couteau frappe la cible avec une précision ultime, choquant Aaron. En faisant cela, Uran déverrouille les armes cachées du clan Tang. Aaron ne peut pas se contenir alors qu'elle s'approche d'Uran, lui demandant ce qu'il vient de faire. Uran joue l'idiot, disant à Aaron qu'il n'a non plus aucune idée de ce qui s'est passé. Il croit que c'est le résultat de l'entraînement du mois passé qui commence à se montrer. Aaron réfute qu'elle ne croit pas que ce soit le cas. Uran réalise que ce sera la première fois qu'il verra Aaron totalement déconcerté, et il suggère qu'il essaie de lancer le couteau une fois de plus. Uran peut sentir l'énergie interne ardente jaillir de son corps quand il lance quelque chose. Avec cela, il prend une pose encore meilleure, et il lance le couteau plus vite et plus fort. Le couteau frappe la cible en plein milieu et la fissure, laissant Aaron totalement stupéfait. Aaron regarde Uran droit dans le visage, soulignant le fait qu'il vient de briser la planche de la cible. Uran sourit simplement. Mais il sait qu'avoir le réticule qui apparaît dans ses yeux est essentiellement un code de triche, pour lui. Apparemment, Uran a autrefois aimé un jeu EPC appelé Battle Attack, et il est même arrivé premier au tournoi en café tenu pour le jeu. Aaron crie sur Uran, lui demandant ce qu'il vient de faire. Uran ignore la question et demande à Aaron si elle peut sentir quelque chose chez lui. Aaron y réfléchit avant de répondre, lui disant qu'il a perdu pas mal de poids depuis la veille. Quand elle mentionne l'aspect poids, Uran est choqué. Aaron souligne alors Uran s'est entraîné tous les jours et a mangé la soupe, ce qui lui a fait perdre beaucoup de poids. Cependant, il a l'air totalement différent du jour au lendemain. Uran est surpris d'entendre cela, mais plus important encore, il est soulagé qu'Aaron ne puisse pas sentir l'énergie interne circulant dans son corps. Cela lui dit, essentiellement qu'il est le seul à pouvoir utiliser l'énergie interne dans ce monde, et que personne d'autre ne peut la détecter. Avec cela, Uran est confiant qu'il a gagné un pouvoir incroyable, et il décide de continuer à s'entraîner. Il prend les couteaux et commence à les lancer pour frapper la cible avec précision. Aaron est choqué de voir cela, et elle finit par s'avancer, demandant à essayer de lancer les couteaux aussi. Elle prend un couteau, prend sa pose, et le lance. Mais à sa surprise, le couteau rebondit sur la cible à la place. Uran rit, disant qu'il est content qu'il y ait quelque chose qu'Aaron ne puisse pas faire. Uran jette ensuite un autre coup d'œil à la fenêtre de statue, où il voit qu'il a déverrouillé la coupe droite. Cela lui permet de lancer plus vite et plus fort et pas seulement avec des objets de mémorisation. Fondamentalement, il peut ramasser n'importe quoi et le lancer avec une précision ultime, comme il le fait avec les couteaux. Uran est surpris de voir cela, et il décide de l'essayer sans tarder. Aaron est encore occupé à se blâmer quand Uran l'exhorte à s'écarter. Aaron est choqué quand elle voit Uran tenant une épée en bois cassée. Uran se tient devant la cible, et il fait circuler l'énergie à travers son corps, et utilisant la compétence de coupe droite, il lance l'épée en bois endommagée. À la plus grande surprise d'Aaron, l'épée en bois brise la cible. Aaron crie d'horreur, et elle demande à Uran quel genre de pouvoir circule dans ses veines. Uran répond maladroitement que c'est le pouvoir de la pratique, mais Aaron n'est pas une idiote, et elle sait que c'est tout à fait impossible. Uran supplie alors Aaron pour une faveur. Il est conscient qu'elle rapporte chacun de ses mouvements à son père, mais il la supplie de ne pas parler de cela à son père pour le moment. Aaron veut discuter de cela, mais Uran souligne le fait qu'il est actuellement en train de tester plusieurs choses, et il promet de tout lui expliquer plus tard. Tout ce qu'il veut, c'est qu'elle lui donne un peu de temps pour mettre les choses en ordre. Aaron n'a d'autre choix que d'accepter. Plus tard dans la journée, Uran suit l'un des ouvriers, Perrault. Utilisant l'œil du créateur, il comprend que le type utilise du poison, mais son affinité envers lui est neutre. Uran comprend immédiatement que Perrault est la personne qu'il recherche, car il est le seul à pouvoir facilement glisser du poison dans sa nourriture sans que personne ne s'en rende compte. Utilisant la flèche flottante dans sa main, Uran peut cibler Perrault, et il le frappe avec un poison paralytique qui laisse une traînée verte. Perrault est touché avant même de savoir ce qui se passe. Il s'écroule au sol et s'évanouit pendant qu'Uran est fier de lui. Grâce à la fenêtre de statue, Uran peut voir que l'effet du poison paralytique durera 1 heure. Uran attrape le type inconscient et l'emmène dans un entrepôt tranquille. Quand le type se réveille enfin, il voit Uran debout devant lui, et il a l'air vraiment menaçant. Uran sourit facilement, et Perrault sait déjà ce qu'il attend. Uran exhorte alors Perrault à répondre honnêtement à ses questions s'il veut vivre pour voir un autre jour. Il lui demande s'il est celui qui a mis du poison dans sa soupe. Uran dit à Perrault de cligner une fois si la réponse est correcte, mais si c'est faux, il devrait cligner 2 fois.
Il lui demande à nouveau s'il est celui qui l'a empoisonné, et il cligna une fois. Il poursuit en demandant si le poison était l'herbe Anyong, et Perrault cligna une fois de plus. Uran est content que Perrault coopère avec lui, et il passe à la question suivante. Où il demande à Perrault si Kaina était celle qui lui a demandé de procéder à l'empoisonnement. Perrault cligna 2 fois, disant que ce n'était pas Kaina. Uran se met en colère, et il sort un couteau, disant à Perrault de réfléchir à nouveau, puisqu'il serait préférable qu'il ne lui mente pas. Uran lui fait savoir qu'il a un moyen de voir et de savoir les choses. Il l'assure qu'il va lui trancher la gorge s'il lui ment. Uran pose alors la question à nouveau, et étonnamment Perrault maintient sa réponse, disant que l'ordre ne venait pas de Kaina. Uran comprend que Perrault ne ment pas, mais il se demande qui a bien pu lui ordonner de l'empoisonner. Uran décide de découvrir cela plus tard, et il sort une pilule, disant à Perrault de l'avaler. Il lui fait savoir que c'est un poison paralytique, et il pousse la pilule dans sa bouche. Après que Perrault l'ait avalé, Uran lui fait savoir qu'il n'a plus qu'1 mois à vivre. Uran assure à Perrault que tous ses organes internes fondront s'il ne prend pas l'antidote. Dans l'espace d'1 mois. Comme Perrault ne veut pas mourir, Uran lui dit qu'il devra commencer à suivre ses ordres. Perrault tremble de peur, réalisant qu'il s'est mis dans une position compromettante. Uran place alors sa main sur la tête de Perrault et utilise son pouvoir pour libérer le poison paralytique. Avec cela, Perrault peut enfin bouger et parler. Uran pose alors la question à nouveau, exigeant de savoir qui a ordonné à Perrault de l'empoisonner. Perrault révèle enfin la vérité, disant que c'était le capitaine de la garde Carox Livintin. Uran est choqué d'entendre cela, et Perrault révèle que Carox prévoit de tuer Uran par maladie dans l'année. Il s'avère que Carox est le frère aîné de Kina, et il a obtenu le rôle de capitaine de la garde, grâce à son mariage avec le marquis. Uran est soulagé qu'il n'ait pas totalement tort, puisque Carox est le frère de Kina, ce qui en fait des complices. Uran remet alors à Perrault un morceau de papier et écrit sur le papier une liste de poisons. Comme Perrault est très compétent en poison, Uran croit qu'il peut aider à se les procurer sur le marché noir. Uran dit à Perrault d'obtenir l'argent dont il a besoin de Carox et de rassembler chaque poison sur la liste. Uran veut que Perrault lui apporte les poisons, et il lui ordonne de commencer par celui qu'il a déjà avec lui. Perrault est choqué, et il demande à Uran pourquoi il a besoin de poison. Mais Uran répond froidement, disant à Perrault qu'il ne lui a jamais donné la permission de poser des questions. Perrault s'excuse rapidement, et Uran lui dit qu'il est libre de partir. Avant de quitter la pièce, Uran dit à Perrault qu'il veut une charge de poison dans sa nourriture à partir de ce moment. Perrault entend cela, le laissant totalement incrédule. Quand Uran arrive dans sa chambre, il commence à célébrer parce qu'il a réussi à tromper Perrault en lui faisant croire qu'il y a effectivement du poison dans son système. Ce qu'Uran lui a donné n'était que des feuilles séchées qu'il a regroupées. Uran réalise alors qu'il est impératif qu'il apprenne les arts martiaux du clan Tang du Sichuan. Apparemment, quelque chose de terrible va arriver très bientôt, et il doit être prêt. La nuit suivante, Perrault rend visite à Uran pour lui montrer les herbes vénéneuses qu'il a avec lui. Il les place sur une table, et Uran les regarde attentivement. La première est l'herbe Anyong. La seconde est Yakropka. La feuille parmi elles s'appelle la feuille de veine de bois. Perrault est choqué qu'Uran connaisse tous les poisons comme si de rien n'était. Inconnu de Perrault. Uran peut voir leur nom via la fenêtre de statue. Uran demande à Perrault pourquoi il a les autres poisons avec lui alors qu'il aurait pu facilement le tuer avec l'herbe Anyong seule. Perrault révèle que Anyong prend beaucoup de temps, et une fois que la résistance est développée, cela dure en fait plus longtemps. Cependant, mélanger Yakropka après que les symptômes de l'herbe Anyong commencent augmentera les effets. Fondamentalement, les poisons deviennent plus mortels lorsqu'ils sont combinés. Uran demande alors à Perrault comment il a appris tout sur les poisons, et il révèle qu'il a été vendu à la famille Livintin quand il avait 8 ans, et il s'est entraîné sous un maître du poison là-bas. Uran lui demande s'il y a d'autres comme Perrault et Livintin. Il répond qu'ils étaient initialement 20 enfants, mais ils sont tous morts, le laissant comme seul survivant. Uran n'est pas surpris par cela parce que les enfants avec une faible affinité pour le poison mourront quand ils sont exposés aux toxines, mais il remarque que Perrault déteste la famille Livintin. Il prévoit d'utiliser cela à son avantage. Après leur discussion, Uran complimente Perrault pour un travail bien fait, et il le laisse savoir qu'il est libre de partir pour la journée. Après le départ de Perrault, Uran se met à la consommation des herbes vénéneuses. Alors qu'il les mange, il reçoit les notifications de l'écran de statut. Mais il atteint bientôt sa limite, et le système l'exhorte à s'engager dans une méditation respiratoire. Uran fait comme le système le suggère, et il parvient à maîtriser la douleur tout en méditant. Le lendemain matin, Aaron entre dans la pièce pour trouver Uran en état de méditation. Mais son corps est maintenant profilé comme un parfait bodybuildé. Aaron est choqué par ce qu'elle voit. Mais d'un autre côté, Uran a réussi à améliorer l'énergie des 10 000 venins au stade 2. Il acquiert également un tas de techniques d'arts martiaux et de techniques de poison dans le processus. Aaron est sur le point de commencer à parler du corps d'Uran quand elle perçoit quelque chose de pourri dans la pièce. Uran ne sait pas quoi dire à Aaron puisqu'il connaît la raison derrière l'odeur désagréable. Apparemment, quand l'énergie interne d'une personne augmente et que son niveau d'arts martiaux monte, le corps libère une charge massive de déchets d'un coup. Comme la pièce pue et que l'odeur vient évidemment de lui, Uran propose d'ouvrir la fenêtre, mais Aaron lui crie de ne pas ouvrir la porte. Elle dit à Uran d'aller à la salle de bain à la place.
Après qu'il ait fini de se laver, Uran et Aaron sortent. Uran est content de lui car il a pu acquérir une nouvelle compétence, la technique de pas du royaume Sceau. Elle vient de la famille Tang et c'est une technique parfaite pour les mouvements rapides, l'assassinat et l'évasion. Uran est content d'apprendre des compétences qui ne apparaissent que dans les romans où Uran est si content qu'il est emporté pendant qu'il marche sur la route jusqu'à ce qu'Aaron le ramène à la réalité. Aaron lui demande pourquoi il marche comme un ivrogne tout d'un coup. Elle veut savoir si son corps ne se sent pas bien, mais Uran assure rapidement à Aaron qu'il va bien. Avec cela, les deux continuent de bouger, mais Uran ne peut pas s'empêcher de pratiquer son nouveau mouvement alors qu'il marche sur la route comme un ivrogne. Aaron lui demande alors s'il va vraiment à la première salle d'entraînement pour suivre l'entraînement de la journée. Aaron rappelle à Uran qu'il y a un tas de chevaliers dans la salle d'entraînement, mais Uran assure Aaron qu'elle n'a rien à craindre. Uran prétend qu'il y va seulement pour voir comment les autres chevaliers vont à leur session d'entraînement quotidienne. Quelques instants plus tard, ils arrivent à la salle d'entraînement, et comme prévu, il y a des chevaliers qui pratiquent leurs compétences à l'épée tout en criant comme des maniaques. Ils sont choqués quand Uran et Aaron entrent sur le terrain d'entraînement. Initialement, ils ne reconnaissent pas le beau gars qui est derrière Aaron puisqu'il a beaucoup changé. Il leur vient finalement à l'esprit que la personne qu'ils regardent est Uran, le fils du Seigneur. Ils ne peuvent pas croire combien de poids Uran a perdu pendant l'entraînement. Les chevaliers croient qu'Uran a utilisé une sorte de sorcellerie pour réduire son poids. Pendant qu'ils chuchotent, Uran peut clairement les entendre tous grâce à son énergie interne. Aaron pointe alors un grand type devant eux. Elle fait savoir à Uran qu'il est un chevalier stagiaire, mais à cause de sa bonne forme, il deviendra bientôt un chevalier junior. Uran regarde de plus près et réalise bientôt que le type est crié. Il fait partie du personnage principal dans le roman, et il devient plus tard un allié du protagoniste. Uran ne savait pas l'avis de crier avant qu'il ne rencontre le héros. Uran est content du fait que crier soit dans le manoir, parce que cela pourrait s'avérer être une bonne chose pour lui plus tard. Cependant, il se concentre sur quelque chose d'autre pour la journée. Tous les chevaliers dans la salle d'entraînement détestent ses tripes, et la plupart d'entre eux veulent juste tuer Uran. Uran les regarde, se demandant s'ils vont être ses sujets de test. Uran prend une épée et décide de commencer avec un poison nommé poison prolongé. Il est encore au niveau ingéré, il se propage à tous les organes en quelques instants. Il active le poison et frappe à distance un des chevaliers avec. Le chevalier s'écroule au sol avec ses amis lui demandant s'il va bien. Il lui demande s'il a besoin d'utiliser les toilettes, mais il dit non tout en roulant sur le sol de douleur. Les chevaliers réalisent à quel point la situation est terrible et suggèrent immédiatement d'appeler un prêtre. Soudain, le chevalier se remet sur pied en disant que la douleur est partie. Les autres sont choqués par cela, et ils se demandent si le type se moquait d'eux. Le type essaie de leur faire savoir qu'il ne le simulait pas, et qu'il était vraiment en douleur, mais aucun d'entre eux ne le croit. Uran a vu comment cela fonctionne, et il décide d'essayer la fumée tueuse d'âme. C'est une fumée qui crée des illusions, causant de la peur et de la confusion dans une zone définie. Les chevaliers sont encore en train de réprimander leurs camarades pour avoir simulé sa douleur quand Uran les frappe avec la fumée tueuse d'âme. Immédiatement, tout le monde dans la zone d'effet commence à paniquer. Apparemment, un monstre effrayant se tient devant eux, prêt à les dévorer. Il tombe au sol, se pissant dessus, pendant qu'Uran rit au loin. Aaron, d'un autre côté, est confuse de ce qui se passe. La situation devient encore pire pour les chevaliers affectés car plusieurs monstres apparaissent devant eux, les tourmentant. Quand Uran a eu son content de plaisir, il retire l'illusion puisqu'il ne veut pas attendre que les chevaliers commencent à s'attaquer mutuellement. Une dispute s'ensuit entre eux, car ils prétendent tous qu'ils ressemblaient à des monstres. Uran décide qu'il en a assez de l'expérience du jour, mais il est satisfait de la façon dont les choses se sont passées. Uran dit alors à Aaron qu'il est temps pour eux de revenir. Aaron est choqué puisqu'ils n'ont rien fait de significatif depuis leur arrivée. Uran prétend que la salle d'entraînement est bruyante, et il suggère qu'ils aillent à la 4e salle d'entraînement à la place. Quelques instants plus tard, une des servantes se présente pour informer les deux qu'un invité vient d'arriver au manoir. Uran se demande qui est l'invité, et il apprend bientôt que sa fiancée, Ilia Marcus, est venue le voir. Alors qu'elle attend Uran, Ilia a déjà prévu d'annuler leur fiançailles. Quand Uran entre dans la pièce où elle attend, le visage d'Ilia devient rouge et tout ce qu'elle a planifié de faire avant de voir Uran commence à lui sortir de la tête et est remplacé par des questions. Avant d'entrer dans la pièce pour voir Ilia, Uran avait analysé la situation. Il sait qu'Ilia est doué avec ses points et que c'était à peu près à ce moment dans l'histoire qu'Ilia a exigé qu'ils se séparent. Cependant, dans le roman, Uran a refusé de laisser faire. Cependant, cette fois, Ilia est choquée quand elle voit Uran. Elle commence à lui demander qui il est. Uran est surpris par la question, et il fait savoir à Ilia que ce n'est autre que lui. Ilia ne veut toujours pas croire, et commence à paniquer. Pendant qu'Uran la calme simplement, lui disant que ça fait longtemps. Ilia admet qu'elle a effectivement entendu qu'Uran avait perdu du poids, mais elle a supposé que c'était une fausse rumeur. Ilia dit qu'il n'y a pas 2 mois qu'elle est partie, et elle commence à se demander comment Uran est capable de changer autant en peu de temps. Uran révèle alors qu'il a été capable de changer autant parce qu'il s'est vraiment entraîné dur. Cela choque Ilia et Uran continue, révélant qu'après s'être fait rosser par elle, il a commencé à repenser ses décisions de vie. Et à cause de cela, il a décidé de changer. Ilia lui demande s'il essaie de se venger, mais Uran dit non. Juste alors,
Uran fait quelque chose de surprenant. Il se met à genouer, s'incline devant Ilia, la remerciant. Cela choque la dame qui ne s'attend pas à voir son homme à genoux. Uran révèle qu'il a pu changer de voix, ce qui est entièrement grâce à Ilia. Uran fait savoir à Ilia qu'il est vraiment désolé pour ce qui s'est passé entre eux, mais l'assure qu'il comprendra si elle veut rompre les fiançailles. Ilia est abasourdie quand elle voit cela, la laissant commencer à questionner l'identité d'Uran. Uran choque à nouveau Ilia en admettant qu'il était un bon à rien. Uran sait que tout ce qui s'est passé n'est pas de sa faute, mais de l'idiot qui était l'ancien habitant du corps. Cependant, la raison pour laquelle Uran est si passionné à demander pardon est qu'Ilia n'est pas juste une simple héroïne, mais son trait de reine de l'épée, avec son propre trait, la rend de plus en plus forte au fil du temps. Plus tard dans l'histoire, elle a pu sauver le héros déchu et même abattre le principal. Cela a été rendu possible grâce à son trait de reine de l'épée. Uran ne se soucie pas s'il rompt les fiançailles tant qu'il est capable de réparer la relation et de faire d'Ilia son allié. Juste alors, Ilia demande à Uran s'il est sérieux au sujet de ce qu'il a dit, et il dit oui. Cependant, cela ne suffit pas à Ilia car elle exige qu'Uran jure sur ce qu'il a dit. Ilia libère son aura, la faisant paraître très dangereuse tout en faisant la demande. Uran ne peut pas croire qu'Ilia va l'étouffer avec son aura effrayante. Mais il semble avoir déjà vu la scène ailleurs. Ilia dit alors à Uran de jurer qu'il ne reviendra pas à ses anciennes habitudes, et s'il rompt serment, Ilia sera celle qui le battra à mort. En entendant cela, Uran est choqué puisque c'est la même ligne qu'Ilia a dite au protagoniste, pas à Uran. Uran décide alors de montrer à Ilia qu'il est sérieux. Il active les 10 000 poisons, et l'énergie de son corps consume l'aura d'Ilia. Uran dit alors à Ilia qu'il jure de ne pas revenir à ses anciennes habitudes. Le visage d'Ilia devient rouge, d'un rougissement excessif, mais elle parvient à se contenir, et elle dit à Uran qu'elle le surveillera. Lui. Elle lui fait savoir qu'une erreur de plus de sa part signifie la fin des fiançailles. Uran est choqué qu'Ilia ne rompe pas les fiançailles. Quand Ilia rencontre Wellington dans ses quartiers, l'homme est également choqué. Tout comme Uran quand il apprend qu'Ilia ne va rompre les fiançailles, le marquis est forcé de demander à Ilia pourquoi elle ne rompt pas les fiançailles. Ilia mentionne alors que son père lui a toujours dit que les gens ne peuvent pas être réparés. Et quand elle a entendu la rumeur qu'Uran avait changé, elle était curieuse. Elle s'est demandé s'il était revenu à l'Uran faible et gentil qu'il était quand il était enfant, mais à sa plus grande surprise, Uran était une personne complètement différente. À cause de cela, Ilia prend le risque de faire confiance à Uran, une fois de plus. Cependant, Ilia fait savoir au marquis qu'elle battra Uran à mort s'il revient à ses anciennes habitudes. Le marquis est soulagé d'entendre cela, et il exhorte Ilia à bien s'occuper d'Uran. Ilia se lève pour partir, et le marquis l'exhorte à rester quelques jours, mais elle refuse, révélant qu'elle a déjà dit à son père qu'elle vient rompre les fiançailles. Le marquis suggère alors qu'elle devrait au moins voir Uran s'entraîner avant de partir. Mais elle refuse à nouveau, disant qu'elle ne veut pas le distraire. Plus tard dans la journée, le marquis appelle Uran dans sa chambre. Il le taquine quand il entre dans la pièce, lui demandant qui il est. Avant qu'Uran ne puisse commencer à paniquer, le marquis révèle rapidement qu'il lui fait seulement une blague. Wellington tape sur l'épaule de son fils pour le complimenter sur son travail acharné. Wellington demande à Uran s'il sait pourquoi il l'a appelé, et il dit à son père que ça doit être à propos de son entraînement nocturne. Son père est content qu'il soit aussi devenu sage. Le marquis croit que il est temps qu'Uran apprenne l'escrime de la famille Rock. Juste alors, Uran dit au marquis qu'il a quelque chose d'important à l'informer concernant la question de l'entraînement de nuit. Au lieu de s'entraîner pour devenir un chevalier, Uran choque son père, disant qu'il veut apprendre les arts du lancer au lieu de l'escrime. Son père se met immédiatement en colère, disant qu'il ne peut pas permettre cela, puisque c'est une technique de voleur bon marché. Le marquis prétend qu'avec une technique de lancer, il ne pourra pas percer l'armure d'un chevalier, sans parler des corps de monstres effrayants. Uran met immédiatement une suggestion, disant à son père qu'il devrait faire un pari. Il veut qu'il parie sur le fait qu'il peut attraper la bête, Borak avec une dague ou non. Le marquis entend cela et croit qu'Uran est juste têtu. Il lui dit que la lame d'un guerrier a besoin d'être imprégnée d'aura pour pouvoir percer les écailles d'un Borak. Le marquis croit que même si Uran s'entraîne pendant 100 ans, ses couteaux de lancer ne pourront pas percer les écailles du Borak. Puisque c'est la croyance de Wellington, Uran l'exhorte à faire le pari. Le marquis décide d'indulger Uran sur le pari et Wellington lui demande ce qu'il prévoit de miser. Uran dit au marquis que s'il réussit à vaincre le Borak avec sa dague, ce sera lui qui s'occupera de son entraînement. Mais s'il échoue, il suivra la volonté de son père. Avec cela, les deux font leur pari. Uran retourne dans sa chambre avec soulagement parce qu'il réalise qu'Aaron n'a pas parlé de son entraînement à son père encore. Puisque le test pratique est le lendemain, Uran se demande combien d'essais il lui faudra pour briser les écailles du Borak. Pour se préparer au test, Uran décide qu'il a besoin de manger des herbes empoisonnées au cas où. Il prévoit d'élever les arts divins à la 3e étoile. Juste alors, Aaron entre dans la pièce avec un message du marquis. Apparemment, le marquis a choisi l'heure et le lieu. Le test sera tenu à midi le lendemain et ils utiliseront la première salle d'entraînement. Uran lui demande alors si elle connaît les détails du pari et elle dit oui.
Cependant, elle n'est pas la seule à le savoir. Tout le domaine est au courant du pari qu'ils ont fait. À cause de cela, tout le domaine rit parce qu'ils sont assez sûrs qu'Uran va se pisser dessus quand il fera face au Borak. Aaron révèle que tout le monde s'amuse à discuter de comment il va échouer puisqu'il est le ennemi public numéro 1. Cela atteint Uran et il demande à Aaron si tout le monde vient regarder le test. Aaron répond que le marquis l'a permis donc la salle d'entraînement sera pleine de monde. Uran sourit quand il entend cela, mais il demande alors à Aaron ce qu'elle en pense. Aaron incline sa tête en disant qu'elle croit que le lendemain sera le jour d'Uran. Cette nuit-là, Uran a tenu sa promesse et il a augmenté les arts divins à la 3e étoile. Le lendemain, Uran est choqué quand il réalise que la salle d'entraînement est pleine de monde comme s'ils étaient là pour regarder un match d'arène. Avant que l'examen ne commence, Uran assure à son père qu'il est prêt, mais il souligne le fait que toute la zone est pleine de monde. Son père révèle que c'était son intention de ne le dire qu'à son magicien, mais pour une raison quelconque, la nouvelle s'est répandue partout. Le marquis exhorte alors Uran à bien faire pour ne pas s'embarrasser. Une fois que tout est en ordre, le magicien commence le rituel d'invocation pour faire apparaître le Borak. L'invocation est réussie, et un monstre apparaît de la fumée. Uran est excité de voir physiquement un monstre qu'il, en tant qu'auteur, a créé avec des mots. Apparemment, Borak est un monstre océanique avec une hauteur de 150 cm. Immédiatement, le monstre émerge du cercle d'invocation et les spectateurs commencent à paniquer. Uran est choqué de voir à quoi ressemble le Borak puisqu'il s'agit d'un monstre qu'il a imaginé quand il mangeait du sashimi de poisson roche dans un restaurant et ne pouvait pas penser à des idées de monstres. Uran ne montre aucun signe de peur devant le Borak puisqu'il ne peut voir qu'un monstre mignon. Si seulement ses bras étaient enlevés. Soudain, le monstre charge vers Uran. Il attrape presque Uran pendant qu'il est dans la lune, mais grâce à son mouvement rapide, il parvient à esquiver l'attaque. Comme le monstre charge vers lui sans avertissement, Uran décide de devenir sérieux. Il sort un de ses couteaux de lancer pour tester la résistance des écailles du Borak. Étonnamment, une cible apparaît devant lui, pointant vers une zone particulière sur le corps du monstre, et Uran suppose que c'est le point faible du monstre. Il décide de tester cette hypothèse, et il lance le couteau dans la direction de la cible. Le couteau pénètre la cible, faisant crier le monstre de douleur, avant de s'écraser au sol. Mort. Uran est déçu que le Borak soit mort avec un seul coup. Le marquis et les spectateurs sont laissés en admiration quand ils voient cela se produire. Toute la salle rompt bientôt en acclamation pour célébrer la défaite du Borak par Uran. Le magicien entre dans la salle d'entraînement pour annoncer officiellement qu'Uran a vaincu le Borak. Le marquis quitte son siège et se précipite vers Uran pour lui demander comment il a réussi à abattre le Borak en un seul coup. Uran répond maladroitement qu'il a juste bien visé, et qu'il a réussi à toucher la marque. Le marquis ne veut pas accepter le résultat puisque le Borak est mort d'un seul coup de dague. Il a que cela n'a pas de sens. Et Uran intervient rapidement, demandant si le marquis essaie de revenir sur sa parole. Juste alors, le magicien dit au marquis qu'Uran a ciblé le bras du Borak où il n'y a pas d'écaille. En entendant cela, le marquis crie sur Uran, lui disant qu'il a réussi à vaincre le monstre par pure chance. Uran ne veut pas discuter avec son père, car il lui dit qu'il a gagné le pari, même si c'était un coup chanceux ou non. Uran se retourne pour partir, mais son père lui dit de refaire le test une fois de plus. Uran ne veut pas accepter jusqu'à ce que le marquis augmente les enjeux. Il dit à Uran qu'il lui accordera un vœu s'il réussit à gagner le 2e tour. Uran est excité d'entendre qu'il a droit à un vœu. Cependant, le marquis change les choses, disant que son adversaire ne sera pas le Borak mais un chevalier. Le père d'Uran lui demande s'il est d'accord avec les nouvelles règles, et il dit oui. Uran ne se soucie pas vraiment de qui est son adversaire car cela pourrait, en fait être sa chance, puisqu'il pourrait affronter Karox. Cependant, il décide de laisser les choses telles qu'elles sont puisqu'il a encore besoin que Karox fournisse de l'argent à Pérou pour obtenir le poison dont il a besoin. Le marquis suggère alors qu'il commence avec un chevalier stagiaire. Uran demande à son père s'il peut choisir son adversaire, et il lui donne le feu vert pour le faire. Sans hésitation, Uran choisit Crier comme adversaire. Quelques instants plus tard, Crier arrive en courant dans l'arène depuis où il est. Il s'incline devant le marquis, qui lui dit qu'il a une tâche pour lui. Crier assure au marquis qu'il suivra toutes les instructions qu'il donnera. Juste alors, Wellington pointe son fils, et il dit à Crier d'apprendre une bonne leçon à ce morveux. Crier est choqué quand il entend cela, et le marquis le remarque. Il lui demande immédiatement s'il ne peut pas le faire, mais Crier dit au marquis qu'il est à la hauteur de la tâche. Soudain, Uran dit quelque chose de scandaleux. Il dit à Crier qu'il va lui lancer seulement 3 dagues, et s'il réussit à bloquer les 3, il gagne le match. Le marquis est choqué d'entendre cela, et il dit à Crier de remettre son fils arrogant à sa place. Pendant ce temps, les amis de Crier dans l'arène le taquinent, lui disant que s'il perd, il n'y aura pas de dîner pour lui. Un lui dit même qu'il verse son tour autour du terrain d'entraînement s'il perd. Avant que le match ne commence, Uran entend une voix de fille parmi les spectateurs, lui disant qu'il peut le faire. C'est une motivation suffisante pour Uran alors qu'il sort sa dague, prêt à affronter Crier. Juste au moment où ils sont sur le point de commencer le match, plusieurs zones cibles apparaissent sur le corps de Crier, stupéfiant Uran. Uran craint qu'il ne tue Crier de la même manière qu'il a tué le Borak, mais il ne peut pas se le permettre. Uran décide alors de
Essayez autre chose. Il utilise beaucoup de force pour lancer la dague, et elle frappe la lame de Crier, laissant un son fort comme celui d'un canon, choquant tout le monde dans l'arène. La dague et le marquis la ramasse, se demandant comment une dague ordinaire peut produire autant de force. L'épée de Crier a subi une bosse, et la force du lancer le laisse secouer. Uran dit subtilement à Crier qu'il est maintenant échauffé, mais il lui fait savoir que le premier lancer est un avertissement. Uran lui fait savoir que le prochain lancer va frapper fort. Uran croit que Crier ne mourra pas de ce qu'il est sur le point de faire puisqu'il est un personnage secondaire principal. Uran lance alors sa dague une fois de plus, et alors qu'elle tourne vers Crier, il essaie de la bloquer avec son épée. Mais cela laisse un bruit fort et un nuage de fumée. Cela choque tout le monde, y compris le marquis. Quand la fumée se dissipe, Crier est complètement secoué, et son épée s'est brisée. L'épée de Crier tombe de sa main, et le marquis s'approche de son fils. Il demande à aller quelque part en privé pour parler. Mais Uran rappelle à son père que le match n'est pas encore terminé puisqu'il lui reste encore une dague. Les yeux de Wellington s'illuminent de peur, et il dit à Uran de ne pas aller trop loin. Uran suggère alors qu'ils entendent Crier lui-même. Uran s'approche de Crier, lui disant de relever la tête, et il lui demande s'il aimerait que cela se termine ainsi. Uran rappelle à Crier qu'il est un chevalier en formation, et qu'il n'est pas censé accepter un résultat si merdique. Puisque mettre les choses à une fin définitive est la voie du chevalier, Uran demande alors à Crier s'il est prêt à abandonner. Crier bégaye avant de demander qu'on lui donne une nouvelle épée. L'aura de Crier tourbillonne autour de lui, révélant sa détermination à ne pas reculer. Tout le monde, y compris le marquis, est époustouflé que Crier soit encore un chevalier en devenir. Mais il a déjà éveillé son aura. Apparemment, c'est ce qu'Uran voulait depuis le début. Crier a un trait, le berserker, qui ne se manifeste qu'à un point de rupture. Comme Crier a amélioré sa défense en éveillant son aura et en entrant en mode berserker, Uran croit qu'à ce moment, et c'est une technique de niveau supérieur. Crier exhorte Uran à lancer sa dague, mais le marquis est surpris que Crier puisse manifester une aura si forte qu'elle peut être comparée au talent d'un chevalier de haut rang. Il se demande ce que son fils va faire dans cette situation. Uran vise sa dague et la lance. Cependant, cette fois, la dague tourne en approchant Crier. Crier est choqué car il est laissé en désarroi, se demandant pourquoi la dague est lente, contrairement aux autres. Crier se met en colère, croyant que Uran se moque de lui. Cette fois, il décide de lever son épée pour essayer de bloquer la dague. Mais avant qu'il ne puisse frapper la dague, elle dépasse son épée. Crier ne peut pas se remettre de cela, et il finit par être touché à l'épaule. Cependant, la dague parvient à ralentir avant d'atteindre l'os de l'épaule de Crier. Même avec cela, Crier ressent encore une douleur immense alors qu'il tombe à genoux, hurlant de douleur. Tout le monde est choqué de voir cela, les laissant se demander ce qui vient de se passer. Comme la dague était très lente et que Crier crie de douleur, ses compagnons chevaliers lui disent d'arrêter. Il suppose qu'il agit ainsi parce qu'il ne veut pas déshonorer Uran. Inconnu Uran a infusé le dernier lancer avec plus d'énergie interne, c'est pourquoi la douleur est extrême. Juste alors, le marquis appelle Uran lui disant qu'ils ont besoin de parler, mais il lui fait savoir que il a déjà gagné le pari. Uran s'approche de Crier, et il place sa main sur le côté de la blessure. Uran commence à absorber l'énergie interne logée dans son épaule, et avec cela, la douleur disparaît. Choquant Crier. Crier se met debout, et il s'incline devant Uran, le remerciant. Crier s'excuse également pour avoir supposé qu'Uran le regardait de haut à cause de la vitesse de la dague. Crier admet que le lancer de dague est un art impressionnant, et il croit qu'Uran n'a pas pu l'apprendre en un si court laps de temps, ce qui lui fait croire qu'Uran a caché sa vraie force tout ce temps. Crier commence alors à chuchoter, demandant à Uran s'il cachait son pouvoir parce qu'une faction secrète cible la maison du marquis. Quand Uran entend cela, il réalise pourquoi Crier est toujours seul. Crier est le genre de type qui aime en fait les théories du complot. Crier s'incline alors devant Uran, l'assurant qu'il sera là pour aider quand il voudra combattre l'organisation secrète. À cause de leur brève interaction, la faveur de Crier envers Uran passe à 26%. Uran est content d'entendre cela, et il assure à Crier qu'il le reverra. Alors qu'Uran s'éloigne, Crier crie, disant à Uran qu'il va répandre la nouvelle qu'il est un bon gars. Uran, d'un autre côté, est content de se rapprocher de Crier parce qu'un jour, il détruira l'ordre des chevaliers par lui-même. Aron s'approche pour rencontrer Uran et elle le complimente pour un travail bien fait. Elle mentionne alors qu'elle n'a pas vu Uran utiliser la dernière technique qu'il a utilisée auparavant. Uran dit rapidement à Aron que c'est une nouvelle technique, et il lui demande ce qu'elle en pense. Aron admet qu'elle aurait aussi été vaincue si elle faisait face à la technique pour la première fois. Cependant, elle est confiante qu'elle peut maintenant la bloquer. Uran sait que ce n'est pas un bluff de la part d'Aron. Apparemment, Aron a un trait appelé miroir clair qui lui permet de s'adapter rapidement aux situations et scénarios. Uran demande alors à Aron si elle est satisfaite de la vie qu'elle mène actuellement. Parce que si elle ne sert pas en tant qu'attendante, elle peut facilement devenir un chevalier de haut rang. Aron est surprise et elle demande pourquoi Uran pose soudainement une telle question. Plus tard, Uran rencontre le marquis dans son bureau. Wellington crie sur son fils de l'appeler père chaque fois qu'ils sont seuls parce qu'être si formel les fait se sentir distant. Uran accepte maladroitement,
et il s'adresse à l'homme comme père. Le marquis demande alors à Uran à propos de la technique qu'il a utilisée pendant le duel. Il a parcouru les archives et n'a rien trouvé en rapport avec le type de technique qu'Uran a utilisé. L'homme dit qu'Uran ne s'entraîne que depuis un mois, ce qui rend impossible d'apprendre une telle compétence en si peu de temps. Le marquis exige qu'Uran lui dise la vérité, mais Uran sait qu'il ne peut évidemment pas lui dire la vérité. Cependant, il avait déjà préparé quelque chose au cas où quelque chose comme cela se produirait. Uran ment alors en disant qu'il a trouvé un livre alors qu'il cherchait dans les archives de la famille des méthodes d'entraînement efficaces. Il explique qu'un livre sur l'étagère du haut est soudainement tombé sur lui. Apparemment, il n'y avait pas d'écriture sur la couverture du livre, mais il y avait un motif étrange qui y était gravé. Uran dit qu'il n'a pas pensé grand-chose au livre, et quand il l'a ouvert, une lumière en est apparue sur son visage. Dans le processus, quelque chose est entré dans sa tête, et après cela, le livre disparaît. Le marquis est choqué d'entendre cela et dit immédiatement à Uran qu'il doit avoir rencontré un grimoire. Uran s'y attendait puisqu'il était celui qui a créé le concept. Il l'a noté qu'un grimoire est un moyen de transmettre des techniques ou de la magie en les gravant dans un livre grâce au pouvoir d'un grand mage. Le marquis ne doute pas des paroles de son fils parce que l'archive contient beaucoup de livres qui ont été collectés par leurs ancêtres, et même le marquis ne sait pas tout. Dans les archives. Le marquis dit alors à Uran que le destin doit lui avoir accordé une grande fortune. C'est pourquoi il est tombé sur le livre. Le marquis dit alors à Uran qu'il va tenir sa promesse, et il ne le forcera pas à apprendre l'escrime, et pour l'autre promesse, qui est un vœu, le marquis lui demande ce qu'il veut. Juste alors, Uran demande quelque chose qui choque son père. Il dit à son père qu'il veut la position de l'héritier, laissant la mâchoire de son père sur le sol. Uran est surpris par la réaction de son père, lui demandant s'il ne peut pas accorder le vœu si c'est ce qu'il veut. Son père révèle que c'est en fait dans son autorité de l'accorder. Uran mentionne que l'expression de son père indique autre chose. Et il sait que son père hésite parce qu'il sait que cela lui causerait des problèmes. Il y a beaucoup de gens dans la marquisie qui s'opposeraient à la déclaration, surtout Kina, parce qu'il sait à quel point son père serait troublé. Il lui dit qu'il va céder cette fois. Le marquis est soulagé d'entendre cela, et il remercie Uran. En réalité, Uran n'est même pas intéressé par la position de successeur, parce que s'il devient l'héritier, il devra passer toute la journée avec son père, pour recevoir une éducation sur la façon de gérer la marquisie, ce qui signifie essentiellement que sa liberté est partie. Au lieu de cela, Uran préférerait améliorer ses compétences et voyager à travers le monde en aventure. Son père demande alors à Uran un autre vœu puisqu'il a renoncé au dernier. Uran fait savoir à son père qu'il prévoit de créer son propre ordre de chevaliers. Le marquis est choqué d'entendre cela, et Uran révèle qu'il prévoit de nommer Aron et crier à l'ordre en tant que ses chevaliers. Puisque la demande n'est pas aussi difficile que la position de successeur, le marquis accorde le vœu d'Uran. Uran s'incline devant son père, le remerciant. Le marquis demande alors à Uran comment il va s'y prendre pour obtenir un nouveau majordome, parce que tous les majordomes actuels servent quelqu'un. Uran révèle alors qu'il a quelqu'un en tête, et cette personne est Perrault, qui travaille dans la cuisine. Uran veut que le marquis fasse en sorte que ce soit lui qui l'ait nommé, au lieu de donner l'impression que c'était le choix d'Uran. Le marquis est surpris d'entendre cela, et il demande à Uran s'il y a un problème, mais Uran assure à son père qu'il lui expliquera plus tard. Le marquis décide alors de ne pas poser plus de questions, car il semble faire confiance à son fil de jour en jour. Il s'avère que son affinité est passée à 74%. Même Uran est choqué que l'affinité est augmentée, mais il suppose que c'est parce qu'il est le fils du marquis. Plus tard, Uran informe Aron et Crier qu'ils font maintenant partie de son ordre de chevalier, et il veut continuer à s'entraîner avec diligence. En plus de cela, il présente le nouveau majordome, Perrault, à eux, les assurant que Perrault s'occupera de tous leurs besoins. Plus tôt, Uran et Aron avaient parlé du nouvel arrangement. Uran avait avoué, disant à Aron que Perrault est en fait un espion, c'est pourquoi il remplacera Aron en tant que majordome. Uran révèle que Perrault a été envoyé pour l'assassiner par Kina et Karox. Aron était encore plus surprise d'entendre cela, et elle a remis en question la décision d'Uran de garder Perrault près de lui alors qu'il en veut à sa vie. Uran a assuré à Aron qu'elle n'avait rien à craindre parce que Perrault n'écoute que lui. Avec cela, Uran parvient à faire accepter ses plans à Aron. De retour à la réunion, Crier lève la main pour poser une question. Après qu'on lui ait donné la permission de parler, Crier demande pourquoi il n'y a pas de vice-capitaine, au moins puisqu'ils ont décidé de s'appeler l'ordre de chevalier. Cependant, le vice-capitaine doit être quelqu'un qui possède des compétences exceptionnelles. Crier croit qu'Aron n'est pas digne d'être dans l'ordre de chevalier puisqu'elle est petite et frêle. Avant qu'il ne puisse continuer à parler, Uran intervient, étant d'accord avec lui que le vice-capitaine doit être fort. Pour régler cela, Uran leur dit qu'ils vont s'engager dans un duel. Quelques instants plus tard, Crier est vaincu par Aron, le choquant, alors qu'il est allongé sur le sol vaincu. Aron lui donne des leçons d'escrime. Elle lui fait savoir que ses attaques sont trop simples et peuvent être facilement lues. Crier ne s'offense pas de cela. Plutôt, il assure à la dame qu'il prendra le conseil à cœur. Puisqu'Aron a gagné, Uran dit que la position de capitaine a été décidée. Perrault est choqué quand Uran fait d'Aron la chef de l'ordre de chevalier. Tout le monde applaudit pour Aron. Et peu de temps après, Perrault se prépare à partir pour pouvoir préparer le dîner.
Une fois qu'il réalise que Perrault est un peu loin de lui, Uran décide d'essayer une nouvelle technique, qui lui permet de parler par télépathie à sa cible. Uran appelle le nom de Perrault, le choquant. Il se retourne, mais Uran continue de l'appeler à plusieurs reprises. Perrault perd presque la tête jusqu'à ce que Uran le réprimande pour avoir agi bizarrement. Perrault demande alors si Uran communique avec lui via de la magie noire, mais Uran explique que c'est une simple magie de communication. Il commence à apparaître à Perrault que Uran est un être spécial puisqu'il est résistant au poison, et il peut utiliser des techniques vraiment bizarres. Uran dit à Perrault qu'il est libre d'aller avec quelle que soit la théorie qu'il a dans sa tête, mais il lui demande si le poison qu'il a demandé est prêt. Perrault répond que le poison est prêt. Apparemment, le poison s'appelle esprit de serpent, et c'est un poison qui est extrait de sang vipère. Même si Perrault est compétent, il a à peine réussi à préparer le poison. Uran est content que le poison soit prêt, et il dit à Perrault d'en ajouter beaucoup à la soupe charien qu'il va manger. Tremblant de peur, Perrault reconnaît les ordres de son maître. Plus tard cette nuit-là, Uran réalise que depuis qu'il a atteint la 3e étoile, sa progression a été quelque peu lente puisque son énergie interne n'a pas augmenté aussi rapidement qu'il le pensait. Puisqu'il ne sait pas quand la crise mondiale commencera, Uran croit qu'il est temps qu'il quitte la Marquisie. Peu de temps après, Uran rencontre son père, lui disant que il veut partir pendant un moment. Son père lui demande la durée de son absence. Et comme il ne veut pas créer de suspicion, il dit à son père qu'il sera parti pendant une semaine. Le marquis n'a pas de problème avec cela puisqu'Uran s'est entraîné avec diligence, mais il lui demande comment il prévoit de gérer l'escorte. Uran choque son père, lui disant qu'il n'a pas besoin d'une escorte. Le marquis proteste contre cela, rappelant à Uran l'importante position qu'il occupe dans la famille. Uran essaie de dire à son père qu'il n'y a pas besoin d'une escorte puisqu'il ne va que dans les villages voisins, mais le marquis le coupe court. Le marquis révèle que le monde est devenu un endroit très dangereux, et même s'il est devenu un peu plus fort, il craint que son fils ne soit empoisonné. Uran réalise qu'il sera difficile de convaincre le marquis et il décide de passer au plan B. Uran fait savoir à son père qu'il est prêt à se conformer, donc il n'a pas besoin de s'inquiéter. Le marquis est heureux d'entendre cela, et il demande à son fils quand il partira. Uran répond qu'il partira dans 2 jours. Avec cela en tête, le marquis dit qu'il préparera une escorte avant cela, mais Uran n'a pas l'intention d'attendre une escorte, puisqu'il prévoit de se faufiler le lendemain. Uran appelle Perrault dans ses quartiers et révèle que il part en voyage, mais il n'a pas d'argent, donc il a besoin que Perrault lui en prête. Perrault hésite, mais quand il sent l'aura sombre et effrayante venant du corps d'Uran, il s'empresse d'obtempérer. Uran lui demande alors s'il a toujours son sac subspace avec lui. Uran avait vu le sac avec lui plus tôt. Apparemment, le sac subspace est un paramètre commun dans les romans fantastiques, et c'est un sac mystérieux qui peut contenir environ 1 tonne de cargaison. Perrault n'a d'autre choix que de donner son sac subspace à Uran aussi. À cause de cela, Uran est heureux qu'il n'ait pas apporté un sac. Uran remet alors à Perrault la boule de feuilles séchées qu'il déguise en antidote. Il dit à Perrault que c'est une provision d'1 mois d'antidote pour le poison dans son système. Uran joue très bien ses cartes, disant à Perrault qu'il a été un serviteur digne. À cause de cela, il assure à Perrault qu'il va lui donner le remède permanent très bientôt. Le lendemain matin, Uran laisse une lettre et puis se faufile. Il pense qu'il ne tombera sur personne jusqu'à ce qu'il tombe sur un vieux jardinier, qui émet une aura de son corps. Il remarque quelque chose d'étrange chez le vieil homme, mais il continue son voyage, quand même. Quelques instants plus tard, Uran arrive à la tour de la magie. Il entre dans le bâtiment et quand le préposé lui demande ce qu'il veut, il lui dit essentiellement qu'il aimerait utiliser un war. Le préposé lui demande s'il l'a déjà utilisé, et il dit non. Le préposé révèle qu'il fournisse des points de fidélité, comme ceux des compagnies aériennes. Le préposé demande à Uran où il se dirige, et il répond le château d'Azu. À cause de la distance de l'emplacement, le préposé lui dit son tarif est de 50 pièces d'or. Après qu'on lui ait donné le prix, on lui dit de payer et de signer le billet. Uran s'attendait déjà à ce que le tarif soit cher, mais il est reconnaissant que Perrault ait assez d'argent à lui donner. Uran décide d'écrire un faux nom, et il choisit Polion, qui est un nom dans les jeux en ligne. Après avoir terminé l'enregistrement, Uran est emmené dans la pièce où la machine de warping est localisée. Le préposé lui dit qu'au moment où il entend un coup, cela signifie qu'il est arrivé à destination. Uran monte sur la machine, et elle émet un signal lumineux. Quelques instants plus tard, Uran arrive à destination. Il est accueilli par un autre préposé, qui lui dit qu'il est arrivé au château d'Azu. Uran est choqué, puisqu'il n'a rien senti. Le vieil homme lui fait savoir que c'est comme ça, parce que la tour de la magie a conçu la machine de warping pour donner une sensation de warping. Uran est surpris par le nom qu'ils ont donné au phénomène. Il réalise qu'il pourrait lui avoir donné le nom au lieu du confort de conduite prévu. Avec le préposé lui souhaite bonne chance, et une fois qu'Uran sort de la tour de la magie, Uran est maintenant dans le château d'Azu, qui est dans la région occidentale, contrairement à sa terre natale. La région a l'air complètement différente de celle de sa terre natale, et il y a beaucoup de monde dans la région aussi. Cependant, Uran n'est pas concerné par cela. Sa principale préoccupation est la ruelle des forgerons. Il demande à l'un des gens qu'il croise et ils la lui décrivent.
Uran commence à vérifier les ruelles, mais ne trouve pas ce qu'il cherchait. Il commence déjà à se faire tard, mais il décide de vérifier la dernière ruelle. Il trouve bientôt une boutique de forgeron et il entre. Il demande au préposé s'il connaît la personne qui répond au nom de Forge Unicorn. Le type dit alors à Uran qu'il n'y a personne de ce nom dans la région, laissant Uran se remettre en question. Il croit qu'il l'a mal lu, mais pendant qu'il y pensait, le type lui dit qu'il prévoit en fait de nommer sa boutique ainsi. Quand Uran entend cela, il utilise l'œil du créateur sur le type. Il découvre que son nom est Giorno, et il est un assez bon forgeron. Uran sourit comme un gamin quand il voit cela, car il réalise qu'il a enfin trouvé le bon endroit. Uran demande alors à voir les armes qu'il a fabriquées, et Giorno accepte. Alors qu'il parcourt ses créations, Uran demande à Giorno comment son commerce s'en sort. Giorno prétend que ses compétences ne sont pas les meilleures, c'est pourquoi il est coincé dans la ruelle arrière. En fait, chaque fois que des clients entrent, il regarde et partent. À cause de mauvaises ventes, Giorno révèle qu'il ne sait pas combien de temps il pourra tenir. Uran remarque alors quelques épées accrochées au mur. Une des épées est une épée d'esprit du vent, qui a été imprégnée de la bénédiction de l'esprit du vent. L'épée augmente la vitesse d'attaque, la vitesse de mouvement et l'agilité. L'autre épée est la grande épée d'esprit de flamme. C'est une épée qui a été imprégnée de la bénédiction du bas esprit du feu salamandre. L'épée augmente l'endurance, la force et la résistance. Uran demande alors à Giorno s'il est celui qui a fabriqué les épées, et il dit oui. Cependant, il croit qu'après les avoir finies, elles se sont avérées être des échecs totaux. Apparemment, les épées sont devenues si lourdes que même quelqu'un de fort peut à peine les soulever, donc personne ne finit par les acheter. Après qu'il ait fini de dire cela, Uran sait que ce n'est pas la faute de Giorno. Les épées sont devenues lourdes, parce que des humains indignes les touchent. Apparemment, l'épée accordera un pouvoir immense à celui qui en est digne. Puisqu'Uran sait cela, il dit à Giorno qu'il va acheter les épées, laissant Giorno totalement choqué. Giorno pense que les épées sont un échec, mais Uran sait que les deux épées sont parfaites pour Aaron et crier. Cependant, Uran est encore après d'autres trésors. Soudain, Uran demande au forgeron s'il a des armes rouillées. Giorno en a un tas, et il les sort. Giorno Uran les veuille puisqu'il les considérait déjà comme des déchets. Uran est content d'avoir rencontré le tas, de la même manière qu'il l'a mis en place. Il plonge sa main dans le conteneur et sort une dague, disant à Giorno qu'il veut la dague. Giorno est choqué puisqu'il n'est pas celui qui a fabriqué la dague. Il l'a seulement trouvée dans la réserve et il n'a aucune idée de comment elle est arrivée là en premier lieu. Giorno est choqué quand Uran dit qu'il va prendre la dague avec les épées. Giorno conclut qu'Uran ne recherche que des trucs défectueux. Giorno dit à Uran de lui donner juste 2 pièces d'or, et il lui donnera la dague gratuitement. Uran est content d'avoir une bonne affaire, mais il est le seul à savoir à quel point l'arme est précieuse. Juste alors, il réalise que ce n'est pas à propos des armes, mais du forgeron lui-même. Uran lui offre alors la chance de fermer sa boutique et de travailler pour lui à la place, puisqu'il a déjà dit que son commerce ne marchait pas si bien. Giorno est choqué par l'offre, et il révèle que cela arrive trop soudainement, c'est pourquoi il ne sait pas quoi dire. Giorno admet qu'il a pensé à fermer, mais il n'a jamais pensé qu'il recevrait une offre comme celle-ci. Après avoir dit cela, Uran décide de se présenter au forgeron. Uran se présente comme la lance invincible, qui est le protecteur du Sud. Après avoir fini avec le titre, il révèle son vrai nom. Giorno est stupéfait quand il réalise qu'il se tient en présence du fils du marquis. Il tombe immédiatement à genoux, s'excusant auprès d'Uran tout en disant qu'il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un d'aussi noble que lui entre dans sa boutique de merde. Uran exhorte le type à se lever, mais il refuse, et il exige qu'Uran dise tout ce qu'il veut dire, pendant que ça reste sur le sol. Réalisant qu'il ne peut pas le convaincre, Uran décide de parler. Après avoir entendu tout ce qu'Uran a à dire, Giorno lui demande pourquoi il considérerait aider quelqu'un comme lui. Et il répond qu'il est assez talentueux. Giorno est surpris d'entendre Uran dire qu'il a du talent, parce qu'il ne se voit pas dans la catégorie des forgerons talentueux, puisqu'il se fait réprimander par maître tous les jours. Uran mentionne qu'il a fait le tour pour vérifier d'autres forges, mais celle de Giorno se démarque. Giorno lui demande comment sa boutique s'est démarquée des autres, et Uran lui fait savoir que la sincérité est la clé. Uran explique qu'il a vu la façon dont il a fabriqué ses armes et les détails extrêmes à leur sujet. À cause de cela, Uran lui fait savoir qu'il se réveillera un jour en tant que talent spécial. C'est quelque chose qu'Uran a inventé sur le moment, mais il espère que Giorno y croit. Heureusement pour lui, il l'a fait. Et Giorno révèle qu'il le suivra. Giorno mentionne alors qu'Uran est différent des rumeurs qu'il a entendues à son sujet. Uran décide alors qu'à ce moment-là, il montre au forgeron quelque chose d'intéressant. Giorno regarde alors qu'Uran pince son doigt avec la dague et ordonne qu'elle s'éveille. Il s'avère que la dague est la relique des myriades de formes, Agnès. La mâchoire de Giorno tombe par terre, quand la dague commence à léviter avec une aura blanche l'entourant. Le forgeron commence à se demander ce qui se passe. Apparemment, l'arme est une épée égo légendaire, et c'était le protagoniste qui était censé l'obtenir. Le système demande à Uran s'il veut former un contrat avec Agnès, et il dit oui. Juste alors, l'arme se transforme en une molécule d'eau, et de l'intérieur, la voix d'une fille sort,
exigeant de savoir qui essaie de former un contrat avec elle. Agnès se moque d'Uran, lui disant qu'il est plutôt sans talent. Uran réalise bientôt qu'Agnès est en colère parce qu'elle ne peut pas sentir le mana de lui. Après s'être moquée de lui, elle lui demande comment il savait qu'elle était là et comment il connaissait aussi le sort pour la libérer. Uran répond qu'il l'a entendu du grand prophète. Uran était celui qui a fourré le prophète dans l'histoire pour la cohérence. Même si Uran mentionne cela, Agnès croit qu'il ment. Elle veut savoir pourquoi le grand prophète gaspillerait son temps sur une personne sans talent comme Uran. Agnès demande alors à Uran s'il sait ce qu'elle peut faire, et il dit oui. C'est une question facile puisqu'il est celui qui a écrit les paramètres. Uran explique qu'Agnès peut diviser son corps en le corps principal et le sous-corps comme deux armes séparées. Chacun de ces corps peut ensuite se transformer en n'importe quelle arme basée sur l'imagination de l'utilisateur. Pendant l'histoire principale, le héros s'est battu en utilisant une épée et un bouclier. Et même si le sous-corps était perdu, il retrouve toujours son chemin vers le corps principal. Après avoir tout dit, Agnès suggère qu'Uran abandonne d'essayer de la manier puisqu'elle ne peut être maniée qu'à travers le mana. Juste alors, Uran pointe un doigt vers Agnès, lui disant qu'elle est bruyante. Soudain, Agnès se transforme en une bague et s'enroule autour du doigt d'Uran. Il s'avère qu'Uran a pu dompter Agnès parce que ses arts martiaux se substituent à son manque de mana. Uran demande alors à Girno combien de temps il a besoin pour faire ses bagages et il dit 2 jours. Uran lui dit alors de le rencontrer devant le château des Ayaux dans 2 jours à midi. Plus tard, Uran se promène dans les rues quand il tombe soudainement sur sa fiancée. Ils sont tous les deux choqués et Ilia demande à Uran pourquoi il est dans la région. Uran entre presque dans le sol quand il voit Ilia car elle est la dernière personne qu'il s'attend à trouver dans la région. Uran réalise que la scène est quelque peu familière à la façon dont Ilia a rencontré le protagoniste dans elle. Histoire originale. Il apparaît à Uran que l'intrigue principale a reçu un petit ajustement. Alors qu'il essaie encore de comprendre ce qui se passe, Ilia lui demande une fois de plus ce qu'il a venu faire dans la région. Uran rit nerveusement avant de révéler qu'il est venu trouver un forgeron. Ilia mentionne que leur famille a plein de forgerons et Uran est d'accord avec cela mais dit qu'il voulait embaucher son propre homme. Ilia dit qu'elle l'aurait aidé s'il le lui avait dit plus tôt mais Uran l'assure qu'il n'y a pas besoin de cela puisqu'il a trouvé la bonne personne pour le travail. En parlant du diable, Girno apparaît sur les lieux. Uran présente alors Girno à sa fiancée. Momentanément, le chef d'escadron des escortes d'Ilia, Musk lui demande à qui elle parlait quand elle dit Uran, Musk est époustouflé. Il a l'air d'être déconcerté par la présence d'Uran et il commence à se présenter jusqu'au moindre détail. Uran retourne le geste mais même s'il ne dit rien, Uran sait qui il est. Il est celui qui a écrit l'histoire. Donc, il n'y a pas de personnage caché pour lui. Uran sait qu'il est un personnage de fond qui ne supporte pas les pauvres. Apparemment, cela devait prendre une autre dimension dans le roman. Une figure encapuchonnée devait bloquer le chemin de Musk et du chevalier alors qu'il se déplaçait. Musk a parlé mal à la personne mais à ce moment, le héros est intervenu. Un combat éclate mais Ilia parvient à arriver sur les lieux. Juste à temps pour arrêter le combat et après cela, les deux deviennent Roméo et Juliette. Peu de temps après, le héros a accompagné Ilia au combat et l'a sauvé d'une situation de vie ou de mort. Comme il ne peut pas trouver le héros pour le moment pour l'aider, Uran réalise qu'il n'a pas le choix. Il doit sauver Ilia et l'empêcher de mourir. Uran demande alors à Ilia où il se dirige. Et elle révèle qu'il y a des rapports de raid par des orques près du château d'Azu. Apparemment, les orques se multiplient et Ilia et son escouade ont reçu l'ordre d'éliminer les orques. Juste alors, Uran demande une faveur à Ilia et essaie de l'escorter. Ilia est choquée d'entendre cela et elle demande pourquoi Uran veut venir. Uran répond simplement de l'expérience au combat puisqu'il est encore en entraînement. En plus de cela, il dit à Ilia qu'il aimerait voir ses compétences. Ilia fait savoir à Uran que cela pourrait s'avérer dangereux mais Uran assure qu'il peut se débrouiller malgré son apparence frêle. Ilia y réfléchit pendant une minute et une fois qu'elle a fini, elle ordonne à Musk de fournir des chevaux à Uran et aux forgerons. Musk proteste contre cela, disant à Ilia qu'ils ne vont pas à un pique-nique. En plus de cela, il ne veut pas qu'ils baissent leur garde même s'ils vont affronter des orques ordinaires. Musk ajoute en outre qu'il ne peut pas sentir une trace de mana d'Uran et du forgeron. Musk continue de radoter jusqu'à ce qu'Ilia devienne sérieuse et lui fasse savoir qu'elle vient de lui donner un ordre. Musk n'a d'autre choix que de le faire mais il n'est pas content même s'il n'y a rien qu'il puisse y faire. Alors qu'ils chevauchent vers leur destination, Ilia dit à Uran de toujours rester à ses côtés puisqu'il se dirige vers un endroit dangereux. Uran assure à Ilia qu'il suivra chacun de ses mouvements. Il s'avère qu'Uran et Girno partagent le même cheval et Uran l'exhorte à se tenir à lui fermement. Avec cela, ils commencent à chevaucher vers la destination cible. Quand ils atteignent la présumée localisation, Ilia dit à son équipe qu'ils devront se diviser en équipes de 5 pour trouver la colonie d'orques. Elle les exhorte à ne pas attaquer s'ils la trouvent. Elle veut qu'ils battent en retraite et tirent une fusée éclairante. Avec cela, le groupe se sépare. Après des heures de recherche, l'un des chevaliers demande à Ilia ce qu'ils doivent faire puisqu'ils commencent déjà à se faire tard. Ilia dit alors qu'ils ont pas d'autre choix que de faire demi-tour et de revenir le lendemain. Soudain, il voit une fusée éclairante dans les airs.
Cependant, une autre fusée éclairante monte bientôt dans les airs. En un rien de temps, 4 fusées éclairantes montent dans les airs. Ilia suggère alors qu'il se dirige vers la fusée éclairante la plus proche qui est à l'ouest. Son escouade la suit immédiatement mais au moment où ils y arrivent, tous les soldats sont déjà morts. Ilia est horrifié par la façon dont les soldats ont tous été tués. Un des soldats remarque l'armure sur leur corps a été brisée, les laissant se demander quelle sorte d'arme les a frappés. Ilia ordonne alors qu'ils se dirigent vers le sud pour vérifier les soldats là-bas. Au moment où ils y arrivent, ils rencontrent la même scène horrible d'où ils viennent. Tous les soldats sont déjà morts, et l'un des chevaliers suggère qu'ils se déplacent vers le prochain endroit. Ilia est d'accord avec lui mais Uran les arrête en disant qu'ils ne peuvent pas bouger pour le moment. Ilia est choqué quand Uran dit cela, se demandant ce qu'il voulait dire par là. Uran souligne que les orques chassent leurs soldats et sont actuellement en train de gagner. Uran fait savoir à Ilia qu'ils sont en infériorité numérique et n'ont aucune chance de gagner. Uran veut qu'il tire le signal et rassemble le reste des troupes. Juste alors, l'un des soldats crie sur Uran, lui disant de se taire parce qu'il n'est personne. Le seul Uran pour ce qui se passe actuellement. Pendant que cela se passe, Uran se souvient que le protagoniste a également été insulté au même endroit. À cause de cela, les lecteurs ont été frustrés et ont réprimandé notre gars pour avoir traîné les choses. Entendre les soldats lui parler de cette façon commence à déclencher le TSPT d'Uran. Alors qu'il continue de radoter, Uran lui dit de fermer sa bouche. Uran le frappe avec une attaque avant même qu'il ne s'en rende compte et il tombe de son cheval. Uran lui dit de connaître sa place et de rester où il est. Le soldat est forcé de répondre à Uran, comme son patron puisqu'il est déjà paralysé. Il lui dit alors de regarder et de voir. Uran lève la main et avec cela, le type peut à nouveau bouger. Dans l'histoire principale, Ilia n'a pas écouté le héros et a fait ce qu'elle pensait être juste. Cependant, Uran veut voir si ce sera différent cette fois. Il demande à Ilia quel sera son choix. Étonnamment, Ilia est d'accord avec Uran et elle ordonne à ses hommes de tirer la fusée éclairante bleue immédiatement. Elle veut que les troupes soient rassemblées là où ils sont. Les soldats font ce qu'on leur dit et ils tirent fusées éclairantes dans les airs. Les soldats commencent alors à s'occuper de leurs camarades tombés pendant que le forgeron s'approche d'Uran pour lui dire qu'il est incroyable. Il dit qu'Uran a pu faire bouger des objets, comme il le voulait, mais Uran ne le compte pas comme un gros problème. Il demande à Uran si les soldats vont les rejoindre, mais Uran lui fait savoir que la plupart des soldats n'y arriveront pas. Apparemment, Uran sait ce qu'il fait et il attend en fait que le vrai combat vienne à lui. Soudain, un soldat vient vers leur position, disant à Ilia qu'ils doivent courir. Le soldat a l'air absolument terrifié comme s'il avait vu un fantôme. Derrière les soldats se trouve un tas d'orques effrayants et puissants. Rien que le nombre d'orques donne des frissons dans le dos des soldats. Ilia se tourne vers Uran et s'excuse auprès de lui parce qu'il est sur le point de mourir et que c'est de sa faute. Juste alors, Uran dit à Ilia de ne pas s'inquiéter parce que personne ne meurt. Alors qu'il dit cela, il marche vers les orques, choquant Ilia. Ilia est confuse alors qu'elle regarde Uran approcher les orques avant d'invoquer Agnès. Il lui dit qu'à ce moment-là, ils essaient ce pourquoi ils se sont entraînés les 2 derniers jours. Uran dit à Agnès de générer des balles de fer et Agnès suit ses ordres. Apparemment, c'est une technique qu'Uran a acquise après avoir atteint 3 étoiles du corps des 10 000, mais il n'a jamais eu l'occasion de l'utiliser. La compétence s'appelle fer noir. Elle libère des armes cachées remplies de force intérieure en faisant exploser des balles de fer noir. L'arme requise pour cela est une balle de fer noir. Uran tire alors la balle sur les orques, et elle atterrit au milieu d'eux sans faire aucun dégât, laissant les orques regarder Uran comme un imbécile. Soudain, la balle explose, déchirant tous les orques dans sa portée. Les orques restent choqués quand ils voient cela, mais Uran n'en a pas encore fini avec eux. Uran rappelle la balle et la lance à nouveau. Cette fois, elle transperce les orques avant d'exploser et de les transformer en pulpe. Uran rappelle la balle à nouveau et Ilia lui demande ce qu'il est en train de lancer. Uran révèle que cela s'appelle l'explosion de fer noir. Uran sourit à Ilia, promettant de lui dire les détails sur l'arme plus tard. Avec les 2 attaques consécutives d'Uran, il a considérablement réduit le nombre d'orques. Ilia est motivée par cela et elle crie immédiatement à ses soldats, leur disant passer à l'action. Elle leur fait savoir qu'ils peuvent gagner et elle les exhorte à abattre le reste des orques. Ilia charge en avant et ses soldats emboîtent le pas. Ilia tranche la tête d'un ORC comme s'il s'agissait de papier de soie et ses soldats suivent également son exemple. Un des orques réalise qu'ils ne sont plus de taille pour les soldats et se retournent pour courir. Cependant, il court dans un mur de briques rouges. Le mur de briques rouges s'avère être un ORC rouge géant avec une aura terrifiante. L'ORC rouge attrape le soldat en fuite par la tête et l'écrase. Les soldats et le reste des orques sûrs. La scène se mouille presque à la vue du monstre terrifiant devant eux. L'ORC rouge est si géant que les orques verts réguliers ressemblent à des cacahuètes en comparaison. L'ORC rouge est également armé d'une lame de la taille d'un bâtiment, mais Uran n'a pas l'air surpris car il s'attendait déjà au guerrier ORC rouge légendaire Karuda. Uran sait qu'ils seront tous finis à moins qu'ils ne tuent Karuda ce jour même. Le guerrier ORC Karuda libère une aura écrasante avant de balancer sa épée pour éliminer la plupart des guerriers se tenant près de lui.
Il bondit alors vers Ilia et à cause du soudain déploiement de force, Ilia se fiche de peur. Heureusement, Uran arrive juste à temps l'attraper pour l'empêcher de mourir. Une fois en sécurité, elle se retourne pour voir les corps de ses subordonnés. Partout et elle est brisée. Uran se tourne vers l'ORC et tire l'explosion de fer noir sur lui. Karuda bloque l'effort sans effort, laissant une grosse explosion juste sur son visage, mais il reste indemne. Initialement, Uran est conscient du fait qu'un guerrier ORC a une peau vraiment dure. Mais il ne savait pas que c'était à ce point. Ilia se ressaisit et crie sur l'ORC de rage. Elle tire son épée et active une technique dangereuse pour charger l'ORC. Ilia atterrit plusieurs coups mortels sur l'ORC, ce qui fait que ses subordonnés l'acclament. Même Uran est impressionné, puisque c'est la première fois qu'il est témoin de la compétence cassée d'Ilia, le trait de reine de l'épée. Cependant, Karuda renverse bientôt la situation quand il libère son aura, choquant l'esprit combatif d'Ilia. Alimenté par l'aura, l'ORC balance son épée sur elle, brisant son épée, mais elle parvient à s'échapper avec sa vie. Elle retourne à son équipe et leur dit nerveusement que cela pourrait sembler vraiment honteux. Mais elle ne peut pas vaincre Karuda. Elle suggère qu'il s'enfuit, mais Uran intervient et, armé d'une de ses dagues, active la technique de tir direct. Il lance la dague sur Karuda à grande vitesse, mais à sa surprise, Karuda la dévie assez facilement. Soudain, Karuda sent quelque chose le frapper à l'épaule, et avant qu'il ne comprenne, une grande partie de son épaule gauche s'envole complètement. Réalisant que Karuda est confus, Uran rit de lui avant de lui dire que la première dague qu'il a lancée était un faux. Fondamentalement, Karuda était si occupé à essayer de bloquer la première qu'il n'a pas vu celle derrière. Uran mentionne que la peau de Karuda pourrait être dure comme de l'acier, mais certaines parties de son corps semblent vulnérables. Apparemment, sa technique a pu révéler tous les points faibles disponibles sur le corps de l'ORC, et Uran n'a pas pu résister à les tester. Karuda charge avec colère vers Uran, mais il esquive et bondit en arrière avant de lancer une autre série de dagues explosives sur lui. Uran se moque de Karuda, lui disant qu'il pourrait être en colère, mais qu'il n'y a aucun moyen qu'il l'attrape facilement. Soudain, Karuda remarque un civil innocent derrière lui et tourne immédiatement son attention vers lui. Karuda bondit vers le civil, et Uran comprend qu'il doit sauver le pauvre type d'une manière ou d'une autre. Il active le trésor du petit dragon, qui est une compétence de boost. Il a versé toute la puissance intérieure qu'il pouvait dans la compétence. Et il s'est essentiellement transformé en flash juste pour arriver à le pauvre type avant que Karuda ne puisse le fendre avec son épée géante. Karuda manque légèrement le type et frappe le sol à la place, ce qui laisse le sol brisé. Ilia et les autres soldats sont choqués de la façon dont Uran a pu arriver au pauvre type avant que l'ORC ne le frappe. Uran est en colère contre Karuda pour ce qu'il a essayé de faire, et il décide de terminer le combat. Uran libère l'une des 4 armes cachées surpuissantes dans les 4 cieux du clan Tang, le papillon de fleurs de sang. Il envoie les papillons vers Karuda et ils ont tous l'air inoffensifs même pour Ilia et les soldats. Avant que Karuda ne le sache, il est déjà submergé par les papillons, et soudain les papillons explosent sur son corps. Karuda crie de douleur pendant qu'Ilia regarde avec choc et horreur. Quand la fumée se dissipe, il est énorme trop droit au milieu de la poitrine de Karuda et il s'écrase au sol. Les soldats acclament et sont heureux d'avoir gagné, mais Ilia appelle leur attention sur les petites frites encore dans les parages. Sans perdre de temps, Ilia et ses soldats se précipitent vers les orques pour les achever. Avec cela, Uran est capable de remporter sa première bataille. Uran se précipite vers Ilia pour lui demander si elle va bien. Ilia répond qu'elle n'est pas blessée et admet qu'elle doit sa vie à Uran. Cependant, Uran essaie d'être modeste, disant à Ilia que c'est seulement naturel qu'ils s'entraident. Uran décide alors de lui parler de ce qu'elle lui a demandé. Il avoue qu'il n'utilise pas une épée parce que son domaine d'expertise est les armes cachées. Ilia est choquée d'entendre cela et elle demande à nouveau s'il veut dire des armes cachées comme des dagues et il dit oui. De plus, la sphère explosive et le papillon sont toutes des armes cachées. Ilia est finalement époustouflée parce qu'elle ne savait pas que les armes cachées étaient fortes. Uran comprend que c'est assez dur pour elle d'accepter puisqu'elle a passé toute sa vie à croire que l'épée est la plus grande arme qui soit. Cependant, Uran espère que sa démonstration de l'arme cachée change perspective sur les choses. Un des soldats s'approche d'elle, lui disant qu'il a préparé un sac magique pour qu'il l'utilise. Puisqu'ils ne peuvent pas récupérer tous les cadavres à la fois, Ilia suggère qu'ils prennent au moins la tête du guerrier ORC. Elle coupe la tête de Karuda et la met dans le sac magique pour la garder en sécurité. Comme il commence à se faire vraiment tard, Ilia suggère qu'il rentre à la maison. Juste au moment où ils sont sur le point de partir, Musk et un autre soldat se présentent. Ilia est choqué, et elle lui demande où il était parce que la fusée éclairante est montée il y a longtemps. Musk explique qu'ils sont allés trop loin et avant qu'ils ne le sachent, ils ont été pris en embuscade par des orques. Ils ont affirmé qu'ils ont été retardés pendant qu'ils se battaient pour sortir. Ilia croit leur histoire, mais est surprise qu'ils soient les seuls à revenir. Musk mentionne que les autres soldats ont été anéantis par les orques parce qu'ils étaient beaucoup plus forts que prévu. Ilia exige que Musk l'emmène là où sont les corps. Musk hésite et il dit à Ilia qu'il est déjà trop tard, suggérant qu'il vérifie le lendemain. Ilia insiste qu'elle aimerait voir les corps à cet instant et Musk chevauche près d'elle tout en marmonnant des bêtises.
Au moment où il Assez arrive, près, il sort sa lame avec l'intention de la poignarder. Cependant, avant que sa main puisse atteindre Ilia, son bras s'envole. Il tombe de son cheval en se tordant de douleur et Uran lui dit que, il savait déjà qu'il était un putain de menteur. Fondamentalement, il prétend avoir combattu des orques, mais il n'y a pas une goutte de sang d'OR sévère sur son corps. Uran avait déjà compris qu'il était de mèche avec les orques, et Uran le sait puisque c'est son histoire. Ilia descend de cheval avec colère et dégaine son épée. Musk crie alors qu'Ilia marche vers lui parce qu'il sait ce qui va arriver. Il essaie de parler pour sortir de la situation, mais Ilia s'en fiche alors qu'elle l'abat. Ilia ordonne alors à ses hommes de saisir le comparse de Musk. Le type essaie de se défendre, disant qu'il ne faisait que suivre les ordres, mais personne ne s'en soucie. Le lendemain matin, Uran se réveille avec Girno criant son nom comme s'il lui devait de l'argent. Girno lui dit qu'il a dormi comme une souche et c'est presque l'heure du déjeuner. Déjà. De plus, Ilia est là pour le voir, et juste alors, Ilia entre dans la pièce, ayant l'air toute belle et stupéfiante. Uran souffre presque d'un gel cérébral à cause de l'immense belle femme debout devant lui. Uran est encore en train de comprendre la beauté devant lui quand Ilia lui dit qu'ils doivent aller chez elle. Apparemment, son père lui a dit de la mener. Sans hésitation, Uran dit à la dame qu'il va la suivre. Dans le roman original, c'était le protagoniste qui a sauvé Ilia et a fini par rencontrer son père, Raymond Marcus. Ilia sort ensuite de la pièce, disant à Uran de se préparer à la retrouver dehors. Uran vérifie la fenêtre de statue et réalise que l'affection d'Ilia est passée à 45% juste parce que il l'a aidé une fois. Quelques instants plus tard, Uran sort de la pièce pour rencontrer Ilia. Pendant ce temps, les civils à l'extérieur saluent Ilia comme la chevalière au sang de fer. C'est un titre noble qui lui est donné parce qu'elle n'a jamais reculé quand elle a fait face à l'ORC. Guerrier. Étonnamment, ils ont un titre pour Uran aussi, et c'est le magicien d'acier. Uran est choqué qu'il l'appelle le magicien d'acier, mais il lui vient bientôt à l'esprit que les surnoms se sont répandus à partir des témoignages des soldats survivants. C'était probablement parce qu'ils l'ont vu manipuler des sphères d'acier et ils ont automatiquement cru qu'il était un magicien qui contrôlait l'acier. Juste alors, Ilia appelle le nom d'Uran et le remercie une fois de plus de lui avoir sauvé la vie. Mais Uran lui dit nerveusement qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Ilia mentionne qu'elle est allée dans la forêt plus tôt ce matin dans une tentative de récupérer les corps. Elle avoue que la scène était horrible et les corps mutilés des soldats étaient dispersés partout. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé qu'elle aurait été l'une des mortes si Uran n'était pas là. Ilia assure alors à Uran qu'elle va s'entraîner plus dur pour devenir encore plus forte. Uran n'est pas surpris par cela. Il sait qu'Ilia est sur le point de devenir encore plus forte. Ils entrent dans la cour, et Ilia lui dit que le domaine Marcus n'est pas loin de là où il se trouve actuellement. Apparemment, son père a convoqué les mages de la famille pour les amener au domaine. Les mages créent alors une porte de warp pour qu'ils l'utilisent. En un instant, Girno, Ilia et Uran se retrouvent au domaine Marcus, qui est un cadre magnifique. Girno est finalement époustouflé, le forçant à demander à Uran si tous les nobles ont des maisons si belles et majestueuses. Uran, d'un autre côté, ne se soucie pas vraiment de tout cela parce qu'il pense déjà à la délicieuse nourriture qu'ils vont lui offrir. Il se souvient que le protagoniste original s'est vu offrir la soupe carin quand il a rencontré les Marcus, mais il croit que son cas sera différent. Momentanément, Uran rejoint Ilia et Raymond dans la salle de réunion. Uran incline la tête en salutation, mais l'homme l'exhorte à ne pas être aussi formel. Il lui offre un siège et le remercie ensuite d'avoir sauvé sa fille. Comme d'habitude, Uran reste modeste, disant que c'était un plaisir pour lui de le faire. Peu de temps après, le repas est servi, et Uran ouvre l'assiette avec excitation. À sa plus grande surprise et déception, on lui a servi la soupe carin spéciale de la famille. Raymond lui dit qu'elle est similaire à la soupe de la famille Rock, mais prétend que la leur est plus riche parce qu'elle contient une recette secrète. Raymond dit à Uran que c'est la tradition pour eux de manger la soupe après une bataille, ce qui est quelque chose que sa propre famille pratique aussi. Uran remercie l'homme pour le repas, même s'il regrette secrètement toutes les décisions de sa vie. Uran mâche la nourriture quand Raymond lui demande soudain quand il prévoit d'épouser Ilia. La nourriture manque de tomber de sa bouche quand il entend cela, le laissant se demander si l'homme est en train de le tester. Il vérifie les stats de l'homme et réalise que son niveau d'affection est en déclin. Cela dit essentiellement à Uran que le type détestait tellement ses tripes avant, mais que ça s'est légèrement amélioré, parce qu'il a sauvé sa fille. Uran a pensé à la meilleure réponse qu'il pouvait fournir, et il a dit au homme qu'il serait prêt à épouser Ilia immédiatement s'il en avait l'occasion. Ilia manque de s'évanouir. D'un rougissement excessif et tout son visage devient rouge. Uran continue alors en disant qu'il ne serait pas capable de le faire parce qu'il n'est pas l'héritier de sa famille. En plus de cela, il croit que son passé imprudent a rendu les choses très difficiles pour lui. Uran dit alors à l'homme qu'il veut d'abord changer la façon dont les gens le voient. Et au moment où il devient l'héritier, il prendra Ilia comme femme. Raymond demande à Uran s'il pense qu'il a une chance parce que ses frères et sœurs sont dits être des génies. Uran répond subtilement qu'il peut y arriver, et cela fait rire Raymond très fort tout en admettant qu'Uran a vraiment changé. À cause de cela, il assure à Uran qu'il va le soutenir. Juste alors,
Raymond dit à Uran que son père est déjà au courant de sa présence dans la région parce que quelqu'un doit le lui avoir dit via la magie de communication. La peur saisit Uran alors qu'il demande à Raymond ce que son père a dit. Raymond répond que son père l'a exhorté à le contacter plus tard en utilisant la communication magie, et Raymond l'assure que quelqu'un le conduira à la chambre de communication après son repas. Uran remercie le vieil homme pour son hospitalité, et il comprend qu'il a pu laisser une bonne impression. Peu de temps après, Uran se rend à la chambre de communication pour se connecter. La première image de son père qu'il voit lui dit déjà qu'il a de gros ennuis. Après avoir crié sur lui, son père lui demande alors s'il est blessé, mais il assure à son père qu'il ne l'est pas. Son père lui demande alors s'il a vraiment sauvé Ilia des orques. Uran répond que c'était essentiellement de la chance, mais le vieil homme ne le croit pas. Il fait savoir à Uran qu'il lui dira toute l'histoire quand il rentrera à la maison. Il veut savoir quand il revient, et Uran dit qu'il sera de retour après-demain. Juste alors, l'homme lui dit d'amener ses frères avec lui quand il rentre à la maison, et cela le choque jusqu'à la moelle. Après l'appel, Uran rencontre Raymond pour lui dire qu'il ne pourra pas rester longtemps parce que son père lui a confié une tâche. Raymond est déçu, mais il assure à Uran qu'il va lui fournir de la magie de Warp. Cependant, Uran décline l'offre même si c'est une offre assez intéressante. Uran mentionne qu'il est en état d'entraînement, et il n'a pas besoin de compter sur le Warp pour se déplacer. Cela épate Raymond, et il conclut qu'Uran est vraiment devenu une personne différente. Il dit alors à Uran qu'il aimerait voir à quel point il peut devenir plus fort. Uran remarque qu'Ilia sourit, ce qui signifie que elle approuve sa dernière réponse. Inconnu d'Ilia et de son père, Uran a une autre raison pour laquelle il ne veut pas utiliser la magie de Warp. Alors qu'ils quittent le château, Gyrno remarque qu'ils vont dans la direction opposée à celle où ils sont censés aller. Et Uran mentionne qu'il y a quelque part où il doit s'arrêter d'abord. Il pointe la grande montagne au loin, qui sert de maison à un dragon. Gyrno prétend qu'il connaît le repère parce que il y est allé avant d'ouvrir sa forge. Gyrno lui demande alors s'il y va pour faire un vœu, mais Uran dit non, révélant qu'il y va pour réclamer un trésor. Apparemment, il y a un trésor là-bas que seul lui connaît, mais le protagoniste était censé le trouver plus tard. La grotte est nommée repère du dragon, car on disait qu'elle abritait des dragons dans les temps anciens. Sur le chemin du repère, Uran remarque qu'il y a plusieurs personnes qui y vont déjà pour prier, même s'il est encore matin. Alors qu'ils approchent de la montagne, Uran dit à Gyrno qu'ils font le tour de la montagne, et quand ils atteignent l'arrière, Gyrno ne voit rien, le laissant douter de la santé mentale d'Uran. Cependant, Uran a déjà repéré la poignée d'entrée qu'il a mise en place. L'entrée poignée est comme celle d'une poignée de porte de voiture, et Uran s'assure que personne n'est autour avant de faire son mouvement. Tout comme ouvrir une voiture, il tire la roche et elle crée une ouverture. Gyrno est totalement époustouflé quand il voit cela, et avant qu'il ne se perde totalement, Uran suggère qu'il entre. En entrant, Gyrno est laissé stupéfait par la grâce de l'intérieur de la grotte. Juste alors, il repère une pierre précieuse, mais avant qu'il ne puisse avidement la saisir, Uran l'arrête, lui disant que il ne va que déclencher un piège en la touchant. Gyrno est curieux de savoir quel type de piège sera activé, et Uran dit que toute la zone se transformera en une mer de feu, qui va finalement les retirer vivants. Uran mentionne qu'il y a plein d'autres pièges dans la grotte, donc il reste près de lui. Peu de temps après, ils arrivent à une pièce particulière, mais elle semble vide. À Gyrno, à part un hôtel assis là. Uran explique alors à Gyrno que le faux repère de dragon se termine juste là où ils se tiennent. Fondamentalement, il y a des gens de l'autre côté qui prient pour le duo. Uran suggère alors qu'il jette un œil au trésor, mais Gyrno est par ce qu'il veut dire. Gyrno est encore confus par tout cela, et Uran l'exhorte à tirer la poignée sous l'autel. Gyrno fait cela, et le couvercle de l'autel tombe, révélant les pièces d'or, assis à l'intérieur. Pendant que Gyrno se concentre sur les pièces d'or, Uran est plus intéressé par autre chose. Uran prend une boîte noire, qui est connue sous le nom de Jade du guerrier, et elle a un effet de renaissance. Uran la considère comme un objet très important pour devenir plus fort. Uran dit alors à Gyrno d'emballer les pièces d'or dans le sac magique, et après avoir fini, il retourne à l'air libre. Gyrno demande à Uran où il se dirige, et Uran dit qu'ils vont à tour de magie à Asa pour qu'il puisse warper à partir de là. Soudain, Uran remarque une femme étrange debout devant eux, et de l'étrangère émane une pression effrayante et glaciale. Uran utilise son œil du créateur pour scanner la femme, et au moment où il sait qui elle est, la peur paralyse Uran parce qu'elle n'est pas censée apparaître avant plus tard dans le roman. Alors qu'il passe devant la femme, Gyrno remarque la bizarrerie dans le comportement d'Uran. Au fond, Uran panique parce qu'il sait qu'il n'a aucune chance contre la femme à son stade actuel. Sans réfléchir à deux fois, il comprend qu'il doit s'échapper la zone aussi vite qu'il le peut. Uran exhorte Gyrno à venir avec lui car ils doivent quitter la zone rapidement. Plus tard, Uran est assis seul dans sa chambre en pensant à ce qu'il a rencontré plus tôt. Puisqu'elle est censée apparaître plus tard, il lui vient à l'esprit que la femme était peut-être sur son chemin pour récupérer le trésor aussi.
Uran réalise qu'il y a quelque chose dans l'histoire qui a changé. Sans perdre plus de secondes, Uran attrape l'objet et le consomme. Son corps commence à réagir, donnant l'impression que son corps est en feu. Il commence immédiatement à méditer pour pouvoir faire circuler son chi. Une fois qu'il a fini de faire circuler le chi, il reçoit la notification qu'il est devenu un corps martial céleste. Uran est content de l'entendre, puisqu'un corps martial céleste apparaît souvent, comme la constitution physique ultime quand on parle de romans d'arts martiaux. Il peut essentiellement reproduire n'importe quel mouvement, que ce soit une épée ou un poing. Uran peut déjà voir la différence parce que son corps est aussi léger qu'une plume. Juste alors, Girno entre dans la pièce avec l'intention de lui demander de la nourriture, mais il réalise soudain qu'il a grandi beaucoup plus grand. Uran répond nerveusement que Girno voit des choses, mais Girno dit qu'il ne le fait pas parce qu'il est forgeron et peut mesurer avec ses yeux seuls. Il fait savoir à Uran qu'il mesurait 178 cm de haut avant, mais qu'il a soudainement augmenté à 182 cm. Uran est totalement époustouflé par la déduction de Girno parce qu'il n'a en aucun cas tort. Plus tard dans la journée, les deux se rendent à la tour de magie dans le but d'utiliser le warp. Le mage leur demande où ils se rendent et Uran répond qu'ils vont à la capitale, laissant Girno choqué. Le mage est également choqué, et il révèle que le voyage vers la capitale est actuellement restreint grâce aux menaces potentielles pour la famille royale. Cependant, cela est seulement destiné aux citoyens ordinaires sans statut spécial. Réalisant qu'il n'a pas le choix, Uran est forcé de révéler sa vraie identité et de dire également aux deux que Girno est son forgeron personnel. Au moment où il mentionne son nom, l'atmosphère change, et les mages commencent à l'appeler le magicien d'acier. Ils commencent à lui demander si c'est vrai qu'il peut sans cesse lancer des boules de fer sur ses cibles, et plusieurs autres questions comme la formule de l'arme. Soudain, le chef du conseil de la tour se présente dans la pièce et frappe son bâton sur le sol, pour attirer l'attention de tous. Il s'excuse pour l'impolitesse de son disciple et se présente comme Ubiyan. Uran se souvient d'Ubiyan parce qu'il était l'archimage, et il n'a été ajouté à l'histoire que pour le plaisir. Extérieurement, il n'est rien de plus qu'un grand-père gentil, mais au fond, il est un exterminateur en série. Uran est totalement époustouflé par la façon dont il tombe sur des figures effrayantes une après l'autre. Ubiyan dit alors à Uran que ce sera lui qui le warpera vers la capitale. Avant d'envoyer Uran, il lui dit qu'il a le sentiment qu'ils vont se revoir. Ubiyan active alors la chambre, et Uran et Girno se retrouvent dans la capitale en un instant. Girno est stupéfait par à quel point la capitale est impressionnante parce que tout le monde a l'air cher. Momentanément, ils arrivent à l'Académie royale des chevaliers. Le garde demande à Uran ce qu'il veut, et il dit au type qu'il est là pour demander une visite. Le garde exige de savoir à qui il est venu voir, et Uran se présente, disant qu'il est là pour voir son jeune frère Colin, Rock. Au moment où il a mentionné son nom, un beau gars aux cheveux argentés apparaît au coin, lui demandant s'il est le même gars qui a vaincu l'ORC. Uran ne peut pas croire que le mot a déjà atteint la capitale à propos de ses exploits et réalisations. Le type conclut automatiquement que Uran est une personne forte. Uran se demande pourquoi le type lui parle si familièrement, et il se présente finalement comme Kerak Elion, qui est le deuxième fils du duc d'Elion. Il est l'ami de Colin, et il promet d'emmener Uran à Colin. Même s'il a l'air vraiment louche, Uran ne voit pas d'inconvénient à le suivre. Il dit à Girno de rester en arrière pendant qu'il vérifie ce que Kerak a pour lui. Alors qu'ils avancent, Kerak mentionne à quel point il est surpris par les exploits d'Uran parce que personne ne le connaît vraiment. Kerak demande à Uran s'il est un utilisateur de magie, mais Uran répond qu'il ne l'est pas. En entendant cela, Kerak sourit, mais ils continuent leur marche. Quelques instants plus tard, ils arrivent à le terrain d'entraînement et ils demandent aux autres étudiants là s'ils ont vu Colin. Les étudiants sont surpris puisque c'est lui qui l'a emmené au professeur il n'y a pas longtemps. Uran est surpris par cela, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Kerak le présente aux étudiants, leur disant qu'Uran était celui qui a aidé à abattre l'ORC. Il continue en disant qu'Uran n'est pas un mage, mais un guerrier régulier comme eux. Kerak prend Uran au dépourvu et exige qu'il leur montre certaines de ses compétences. Uran réalise finalement quel était son plan, et plus qu'il l'a pris au dépourvu, il comprend qu'il n'a pas beaucoup le choix. Kerak l'affronte à un type, Melray, qu'il prétend être moyen parmi eux. Uran prend une épée en bois en préparation pour la bataille, mais Kerak est surpris puisqu'Uran est dit utiliser des dagues. Uran l'assure que il n'y a rien à craindre parce qu'il ne s'engage pas dans un vrai combat. Kerak est époustouflé. Puisqu'il a entendu qu'Uran ne peut pas manier une épée. Il exhorte Uran à faire de son mieux contre le type, et Uran espère le faire pour pouvoir changer leur mentalité noble pourrie. Il prévoit d'utiliser le corps martial céleste pour voir à quel point il fonctionne bien. Une fois la bataille commencée, Melray dit à Uran qu'il est libre de faire le premier mouvement. Uran accepte l'offre et il lève son épée sur lui. Il le frappe casuellement, mais Melray échoue à le bloquer, et il finit par être frappé si fort qu'il s'écroule au sol. Cela choque tout le monde dans la pièce, et Kerak croit que Melray a baissé sa garde. Kerak s'excuse pour le retard et suggère qu'il fasse un autre round. Il appelle un autre type, Mula, qui est plus fort que la plupart.
Les amis de Mula lui disent de ne pas sous-estimer Uran parce que il a vu ce qu'il vient de faire à Melray. Mula sourit, disant qu'il est évidemment meilleur que Melray. La bataille commence et Mula fait le premier mouvement en fonçant vers Uran à grande vitesse. Cependant, tout ce qu'Uran voit est un type lent venant vers lui, et il attribue cela à la puissance du corps martial céleste. À cause de la facilité avec laquelle les choses semblent, Uran balance son épée casuellement. Encore une fois. Comme avant, le résultat reste le même, et il assomme Mula. Ses amis sont, encore une fois totalement époustouflés. Uran réalise que le corps martial céleste a augmenté force, vitesse et même réflexe bien au-delà d'une personne ordinaire. Uran se moque d'eux, demandant si toute l'académie de chevaliers produit est un tas de faibles bons à rien. Kerak est enragé. Il parvient à se contrôler pour demander un autre match. Cette fois, il dit à Uran qu'il va être son adversaire, puisqu'il est le plus fort du groupe. Uran n'hésite pas. Avant d'accepter son défi, et une fois la bataille commencée, Kerak active sa technique, super rapide. Même Uran admet qu'il est rapide, parce que cela donne l'impression qu'il combat de nombreux adversaires à la fois. Cependant, même avec sa vitesse, l'essence accrue que le corps martial céleste produit rend facile pour lui d'esquiver l'attaque de Kerak, avec Kerak manquant sa marque, cela le laisse assez ouvert. Et Uran le frappe facilement sur la tête avec l'épée en bois pour l'assommer aussi. Les étudiants sont stupéfaits quand ils voient cela parce qu'il n'y a aucun moyen que Kerak vient de perdre contre Uran. Juste alors, un gars aux cheveux blonds entre dans la pièce, exprimant son choc face à ce qu'il vient de regarder. Uran est confus quant à qui il est, mais il ne sait pas qu'il n'est autre que son jeune frère, Colin Rock, qui est un génie de l'épée. Les étudiants disent aussi à Colin que Uran est dans la pièce, mais il est totalement confus par cela parce qu'il ne peut pas voir son frère qui est évidemment debout juste devant lui. Il ne veut pas croire que le gars musclé debout dans sa présence est Uran. Il se souvient que son frère était gros, pas le gars musclé, et en forme qu'il regarde. Colin commence à exiger de savoir ce qui s'est passé, et Uran simplement lui dit qu'il a juste perdu du poids. Colin mentionne alors que la seule chose qu'il a perdu n'est pas du poids parce qu'il a même l'air plus grand. Uran mentionne casualement que perdre du poids l'a rendu plus grand aussi. Colin est surpris de voir des étudiants allongés à plat sur le sol, et il exige de savoir ce qui s'est passé. Ses collègues lui racontent alors tranquillement toute la scène, le rendant encore plus choqué qu'avant. C'est à ce moment qu'il réalise que la rumeur sur Uran vainquant un guerrier ORC est vraie. Uran l'assure que les rumeurs sont vraies à 100%. Colin refuse de le croire, disant qu'il n'y a aucun moyen qu'Uran soit devenu si fort. Uran demande à Colin s'il essaie vraiment de créer une scène, mais Colin répond qu'il ne l'a jamais considéré comme son frère. Colin mentionne qu'il n'a rien pour lui sauf le fait qu'il est né 2 ans plus tôt. À cause de sa grossièreté, Uran lui dit qu'il va lui montrer pourquoi il est l'aîné. Uran dit à Colin de s'y mettre, et Colin accepte volontiers l'invitation. Cependant, Uran suggère qu'il fasse un pari, et c'est le fait que le perdant accordera un vœu au gagnant. Colin accepte cela, menaçant de faire ramper Uran sous lui une fois qu'il gagne. Juste au moment où le combat est sur le point de commencer, ses amis chuchotent à son oreille et Uran croit qu'ils lui disent comment il a réussi à assommer les autres étudiants. Une fois le combat commencé, Colin y va à fond dès le début et libère tout en lui. Uran vérifie la fenêtre de statut et réalise que son frère le déteste vraiment, les tripes. De plus, il a l'air plutôt fort parce qu'il est l'empereur de l'épée qui est né avec un don inné pour l'épée. Uran comprend qu'il est confiant puisqu'il n'a perdu contre personne dans sa tranche d'âge auparavant. Cependant, peu importe la vitesse de Colin, Uran ne voit pas lui perdre contre lui. Colin fonce vers lui, mais il esquive facilement et frappe Colin au genou. Uran a conclu qu'il ne finira pas le combat en un seul coup, comme il l'a fait avant. Uran poursuit avec un coup à la main car il cherche à le battre à peu près lentement. 10 minutes plus tard, Uran est toujours en train d'enseigner à Colin, qui est le patron. Uran a ravagé le corps de Colin avec l'épée en bois, laissant tous ceux qui regardent totalement horrifiés. Colin est bientôt tombé au sol en larmes, suppliant Uran d'arrêter parce qu'il ne pouvait plus supporter la raclée. Uran l'effraie une fois de plus en levant son épée sur lui rappelant que la fois qu'il le manque de respect, il subira plus de conséquences que celles qu'il vient de subir. Sans hésitation, Colin est d'accord avec cela avec des larmes aux yeux. Uran dit alors finalement à Colin son vœu. Et c'est le fait qu'il veut qu'il commence à l'appeler grand frère chaque fois qu'il est autour de lui. Colin est choqué d'entendre cela, et au moment où Uran soupçonne qu'il est choqué, il lève son épée sur lui à nouveau, mais il adhère rapidement à l'instruction. Après la bataille, Uran dit à Colin qu'ils partent en voyage vers l'Empire, où se trouve leur 3e frère, Loglin. Momentanément, ils arrivent à la capitale impériale, et l'esprit de Girno est époustouflé à chaque fois qu'ils utilisent la tour de magie. Uran mentionne alors qu'il y a une tour de magie dans chaque nation, et elles sont toutes des terrains neutres. Quelques instants plus tard, ils arrivent à ce qui semble être l'Académie impériale des chevaliers, qui est un bâtiment vraiment impressionnant. Uran dit alors nerveusement à Colin d'entrer dans l'Académie pour faire sortir Lion. Colin n'a d'autre choix que d'accepter, et doit même appeler Uran grand frère avant de procéder à la mission.
Peu de temps après, Colin revient avec leur frère lion. Uran est époustouflé par la taille de Lion, mais Lion est plus surpris par l'impressionnante apparence d'Uran. Uran dit alors à Colin qu'il a fait du bon travail, et comme prévu, Colin se réfère à Uran comme son grand frère. Lion s'approche d'Uran en disant qu'il a entendu un peu de son histoire de Colin, et Uran dit qu'il est soulagé mais lui dit qu'il est temps de rentrer à la maison. Soudain, Lion mentionne qu'il y a un problème, et c'est le fait que la capitale impériale est actuellement en lockout. Apparemment, on peut entrer, mais on ne peut pas partir parce que, plus tôt dans la matinée, le prince impérial a été envoyé dans l'eau de la part des assassins. Cela laisse Uran totalement choqué et piégé en même temps parce qu'il sait ce qui arrive. Uran essaie de se creuser la tête, mais ne se souvient d'aucune partie où le prince est mort. Lion explique que le prince a été assassiné à l'aube, et il apparaît à Uran. Pourquoi il y avait des soldats partout quand il venait à l'académie? Uran se demande la possibilité de cela, et qui a bien pu le faire en premier lieu. Lion raconte qu'il a entendu des rumeurs sur la fiancée du prince, une princesse d'un autre royaume. Il s'est avéré que le prince l'a invité à sa session d'entraînement pour lui montrer sa compétence. Après avoir fini de montrer son talent à la princesse, il marche vers elle. Mais soudain, un pic de pierre émerge du sol, empalant le prince, et l'envoyant finalement dans l'au-delà. Colin entend cela et mentionne que c'est un acte de sorcellerie. Apparemment, il est interdit d'utiliser la magie royale, et Lion dit que savoir comment cela s'est produit et pourquoi les maîtres de tour de la tour des mages ont tous été convoqués au palais. Ce n'est que le chaos dans la capitale, et Uran vient de se retrouver dedans. Colin est extrêmement choqué que le prince soit mort juste dans son palais. Et pour couronner le tout, c'était devant sa fiancée. Quand Uran a appris que c'était un pic de pierre, il a rapidement compris qu'il a fait. Fondamentalement, le groupe derrière cela va bientôt semer la pagaille à travers le continent, utilisant l'assassinat du prince comme un tremplin. Cependant, Uran se demande pourquoi cela se produit si tôt parce que c'est censé se produire au milieu de l'histoire. Il commence à se demander si l'intrigue a été tordue et avancée, mais cela le rend effrayé parce que les protagonistes ont encore besoin de plus de temps pour réellement exploiter leur potentiel. Néanmoins, il croit qu'obtenir le corps martial céleste va être crucial. Uran demande alors à ses frères où ils peuvent obtenir le meilleur auberge dans la capitale. Lion mentionne l'alarme de dragon et la foi du géant, et Uran choisit l'alarme de dragon. Uran est subordonné de l'attendre à l'auberge, pendant qu'il essaie de trouver un moyen de les sortir de la capitale. Lion demande à Uran où il se dirige, et il révèle qu'il part pour rattraper un vieux ami. Ses frères sont choqués d'entendre cela, et ils demandent quand Uran a commencé à avoir des amis dans la capitale. Quelques instants plus tard, Uran arrive au Flimbarge, un bar qui n'est ouvert qu'aux membres nobles. Uran se cache quelque part pour mettre la tenue qu'il avait préparée plus tôt, et une fois fini, il invoque Agnès. Il dit à Agnès de l'aider à déguiser son visage, et Agnès est surprise qu'Uran sache qu'elle peut faire quelque chose comme ça. Uran sourit nerveusement, disant que ce n'était qu'un pressentiment. Agnès est laissée sous le choc, mais avant de commencer à le percer, elle lui demande à qui il veut ressembler. Uran regarde autour, et il repère un noble quittant le bar. Il dit à Agnès de le faire ressembler au noble, et Agnès se met au travail. Elle se transforme en sa forme liquide, et couvre le visage d'Uran pour le transformer en la cible désirée. Le garde est choqué de voir le noble baron Var de retour. Encore. Uran, maintenant sous l'apparence de Var, joue le jeu, disant qu'il avait l'intention de partir, mais il a soudainement eu envie de boire à nouveau. Le garde le croit, et l'exhorte à ne pas trop boire. Uran entre dans le bar, et le serveur exprime également son choc que Var soit de retour. Uran essaie d'agir cool en disant au serveur de lui donner la même boisson qu'il prenait avant. Une fois que le serveur le croit, Uran comprend que son infiltration est déjà réussie. Il concentre alors son énergie sur sa super audition pour entendre de quoi les gens du bar parlent. Les premières minutes ne sont que des radotages et des plaintes, sans rien d'utile qu'il puisse utiliser. Juste alors, Uran entend une fille ivre parler de comment elle a tué son amant, et cela attire immédiatement son attention. Le serveur réconforte la dame, lui disant qu'elle va trouver quelqu'un de mieux. Uran essaie alors un message télépathique avec la fille. Il entre dans sa tête, lui demandant si elle s'est amusée avec le prince. La fille panique quand elle entend cela, et elle crie à plein poumon. Cela déclenche une onde de choc massive qui secoue le bâtiment jusqu'à la fondation et il commence à s'effondrer. Le bâtiment s'écroule et la fille montre finalement sa vraie nature, ayant l'air tout dangereuse avec un pouvoir écrasant. Uran utilise la fenêtre de statue, et c'est quand il réalise que la fille est l'un des 7 péchés, l'envie. Pour couronner le tout, elle est plus forte qu'Uran ne l'avait imaginé. La peur paralyse Uran alors qu'il commence à douter de sa capacité face à un pouvoir plus terrifiant. Eh bien les gars, c'est la fin de la vidéo. Si vous aimez cette vidéo, commentez la prochaine partie dans la section des commentaires. Aussi, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et aimez la vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.